Alors, bonjour à tous. Je ne sais pas si on m'entend. Voilà, donc moi je m'appelle Sébastien Weibel, je suis psychiatre et je vais vous parler du TDAH chez l'adulte. C'était quelque chose qui était prévu. Alors, on a trouvé un titre très TDAH friendly, c'est-à-dire un titre qui va un peu dans tous les sens, hein, donc hyperactif, multi-attentif, hypoplanificatif et toujours TDAH. Voilà, la question du TDAH qui ne concerne pas que l'enfant. Donc, on va parler du diagnostic, du traitement et aussi de comment ça fonctionne dans la tête d'une personne avec un TDAH. Alors, je suis psychiatre aux hôpitaux universitaires de Strasbourg. J'ai une consultation qui est dédiée au TDAH. Je m'occupe aussi d'autres choses, mais voilà, c'est une de mes activités. Je fais de la recherche aussi dans le cadre de l'INSERM. Et j'anime aussi une coordination qui s'appelle la Coordination nationale TDAH adulte, qui regroupe différentes catégories de professionnels, mais aussi des associations, d'ailleurs, qui soutient cette journée. Et on participe notamment au lobbying pour une meilleure reconnaissance du TDAH de l'adulte et une meilleure offre de soins, plus de possibilités de prise en charge. Voilà, donc j'ai prévu une présentation qui est assez modulable. Donc, s'il y a des questions qui viennent au cours de la présentation, n'hésitez pas à les poser. Ça fera aussi un peu de bénéfice à ceux qui sont là malgré le soleil. Comme ça, eux peuvent poser des questions en direct et je vais essayer d'y répondre en direct. Normalement, je les vois. Si quelqu'un veut me dire un petit commentaire dans le Q&R, je peux vérifier si ça marche. Alors, je les vois deux sous les yeux. Mais voilà, s'il y avait des questions, je pourrais essayer de changer un peu le plan de la présentation, y répondre rapidement. Je vais essayer de faire cet effort. Et donc, n'hésitez pas à m'interrompre, ça ne m'interrompra pas beaucoup, mais je vais essayer de rendre les choses le plus spontanées possible. Je vais parler à peu près je vais essayer de faire un peu moins d'une heure, hein, comme ça, on aura aussi l'occasion de répondre à d'autres questions après. Alors, je vais commencer par... est-ce que le café est bon? Merci de faire attention à mon bien-être. Le café est pas mal, mais j'ai oublié il va refroidir si je ne bois pas une deuxième gorgée. La tasse est parfaite, elle est assez épaisse, donc il reste chaud. Voilà, alors c'est quoi le TDAH de l'adulte? Alors, pour parler du TDAH, mais je vois qu'il a posé la question du café. Bon, je n'ai pas fait attention. Bon, allez. Le TDAH de l'adulte, qu'est-ce que c'est? Alors, pour parler du TDAH de l'adulte, je vais commencer par décrire un peu comment ça se manifeste. Alors, j'imagine que vous avez tous lu plein de choses avec des critères de diagnostic pour poser un diagnostic de TDAH chez l'adulte. Alors, les critères diagnostiques, je ne vais pas les reprendre parce que c'est un peu rébarbatif et je vais essayer de rendre les choses plus vivantes. Et vous avez certainement lu quelque part, il suffit de taper sur Wikipédia, vous les voyez. Alors, les critères diagnostiques sont en plus, je ne les trouve pas terribles parce qu'ils parlent beaucoup de ce qui se passe chez l'enfant. Hein. C'est très centré sur ce qu'on attend d'un enfant et ça a été un peu modifié là, sur ces dernières années, depuis qu'il y a le TH de l'adulte est mieux reconnu dans les classifications. Et donc, je ne les trouve pas toujours très parlants et en plus, je trouve que c'est pas comme ça que les personnes viennent. Je suis poussé tout le temps, un peu comme si je suis tout le temps comme si j'étais poussé par un moteur. J'ai jamais eu un patient qui m'a raconté ça dans mon expérience. Et donc, parfois, justement, on colle un peu plus aux symptômes quand on les allume. Et donc, je vais utiliser plutôt des espèces de métaphores. Alors, j'utilise ces métaphores. C'est pas moi qui les ai forcément inventées. Hein. Je les ai inventées parfois. Enfin, parfois, c'est les patients qui m'ont raconté. Parfois, c'est moi qui les ai co-inventées avec mes patients. Alors, la première, je ne sais pas si vous avez observé ce qui se passe. Hein, c'est la personne qui dit voilà, j'ai un interrupteur, mais l'interrupteur chez moi, il donne rien. Je n'arrive pas à choisir si je suis en marche ou pas en marche. C'est une première métaphore. C'est le côté hyperactif. J'arrive pas à arrêter. Je ne peux pas choisir de ne pas être actif. Deuxième image qui évoque beaucoup plus le côté impulsivité. Voilà, notre cerveau nous sert à délibérer, on fait des actes automatiques, et heureusement, parce que si on ne faisait pas plein de choses automatiquement, on serait très vite fatigué, parce qu'on aurait trop de choses ça coûterait trop cher comme énergie à notre cerveau. Et normalement,
on a un système qui est surtout en forme d'inhibition, c'est-à-dire qu'on ne fait pas ce qui ne nous paraît pas pertinent. Et les personnes avec TDAH ont ce petit bouton inhibition, stop, qui est beaucoup plus loin dans le cerveau, où il est tout petit, contrairement à ce qui se passe normalement, on a un gros bouton stop qu'on peut, sur toute machine, qu'on peut arrêter pour qu'on puisse l'arrêter le plus facilement possible. Ben, souvent, c'est le bouton go qui est le plus accessible chez les personnes TDAH. Ça décrit finalement cette impulsivité qui se manifeste chez les adultes, la plupart du temps, par l'impulsivité verbale, le fait de parler avant de réfléchir, hein, ou d'avoir les propos qui sortent sans avoir vraiment pris le temps de formuler les choses. Donc cette impulsivité est souvent verbale chez les adultes, elle est aussi parfois... Il y a un ami qui vient me lécher les pieds, un chien qui est dans la salle. Ça m'a un peu perturbé. Donc, cette impulsivité est aussi parfois motrice, hein, donc la prise de risque, le fait de prendre des décisions sur un coup de tête. Et cette impulsivité peut être quelque chose d'assez compliqué au quotidien. Troisième image que je vais utiliser, alors now, maintenant. Et en fait, ce qui se passe après, c'est bien plus flou et très en arrière-plan. C'est cette difficulté à conceptualiser les conséquences lointaines. On appelle ça de façon scientifique l'aversion pour le délai. J'ai du mal à me rendre compte que les récompenses tardives peuvent être importantes et je me concentre uniquement sur ces récompenses immédiates. Le maintenant me saute aux yeux. Une autre métaphore, c'est la question du filtre. On a souvent l'idée que notre cerveau fabrique des pensées parce qu'on les construit petit à petit. En fait, c'est certainement un peu faux. On a un fonctionnement de l'esprit qui est surtout basé par la création d'une multiple pensées qui passent, qui viennent, de façon complètement inconsciente. Et en fait, on a un système de filtre qui fait que quelques actions ou décisions, pensées, sortent de ce système de filtre. C'est ce qui se passe normalement, celle qui est pertinente. Il y a un système de délibération automatique et l'action ou la pensée pertinente sort après ce filtre, représenté par cet entonnoir. Ce qui se passe chez les patients TDAH, c'est souvent que ce filtre ne fonctionne pas. Et donc, du coup, ça décrit ce qu'on a en termes d'impulsivité, ça décrit des comportements qui peuvent être manqués d'organisation. Hein. Je fais les choses parce que ça me vient à l'esprit. Donc, je passe d'une tâche à l'autre. Du coup, j'ai du mal à les finir aussi. J'ai du mal à aller au bout des choses. Je commence une tâche par l'étape numéro 5 parce que c'est celle qui m'est venue comme ça en premier. Voilà, je suis en train de monter un meuble Ikea et j'ai dit, tiens, c'est marrant, il y a les tiroirs, donc je vais commencer à fabriquer les tiroirs alors que, bon, en fait, il fallait commencer par autre chose. Voilà, donc c'est la difficulté d'avoir un filtre qui peut représenter pas mal de symptômes. Ensuite, un autre symptôme, alors ça c'était un autre patient qui me racontait, c'est qu'il me disait, ouais, dans ma tête, imaginez-vous un bureau où j'aurais plein de papiers à ranger, et en fait, moi, ils sont tous par terre, hein, alors je les retrouve, mais voilà, c'est compliqué, je sais pas trop, je mélange tout, du coup, je mélange aussi parfois quand je m'adresse à quelqu'un, je n'utilise pas le bon papier, parce que voilà, c'est des papiers que je devrais utiliser au travail, ça c'est des papiers que je devrais utiliser à la maison, et donc je n'ai pas ces classeurs dans ma tête. Ce qui explique aussi peut-être cette difficulté d'organisation, d'être capable de regrouper des choses par catégorie, donc, qui reflète finalement au niveau neuropsychologique probablement les difficultés de mémoire de travail qui rendent le quotidien des personnes avec TDAH très, très compliqué. Ensuite, un autre symptôme, c'est ce qu'on appelle la distractibilité. Alors, j'aime bien ce petit dessin qui illustre parfaitement cette distractibilité. Voilà, c'est comme si tous les objets qui vous entouraient étaient des espèces de petits personnages qui vous appelaient. Hein. Eh oh, je suis là, on pourrait jouer à la guitare, et à la télé qui dit oh, regarde-moi, regarde-moi, regarde-moi. Voilà, l'oreiller qui dit voilà, ça ne te dirait pas d'aller te coucher un petit peu et faire un rêve sympa. Donc voilà, tout l'environnement devient significatif et du coup favorise le risque d'être distrait, de quitter l'activité dans laquelle on est. Alors cette métaphore je ne sais pas si vous imaginez ce que peut avoir cette panne, comme panne cette voiture,
Alors, j'ai du mal à le représenter comme ça avec une image, mais c'est la question de l'embrayage. Une voiture qui aurait un embrayage qui patine, et donc on peut avoir un moteur qui tourne très fort, qui a beaucoup de puissance, et la, la voiture ne démarre pas. Ça fume, on consomme de l'essence, et la voiture n'avance pas. Euh, Ce qui est représenté souvent par le propos qui sont de l'ordre ben, je fonctionne en dessous de mon potentiel, je n'arrive pas, pourtant je fais plein d'efforts. Hein, donc, voilà, imaginez ce conducteur qui appuie quand même pas mal sur son accélérateur et qui n'arrive pas beaucoup à avancer. Encore quelques images, on va finir de faire le tour. Celle-là, c'est un peu une métaphore de ce qui peut se passer dans la tête d'une personne avec TDAH. Une multitude de pensées qui tournent, hein, comme un banc de poissons qui tourne. Alors, on a globalement une direction à peu près générale, mais c'est comme si on regardait chaque poisson, un après l'autre. Hein. Donc, cette multiplicité des pensées, ces pensées qui filent sans cesse, des pensées qui sont toutes pertinentes. Hein. C'est un poisson qui est dans l'eau, hein, ça reste pertinent, mais tout le temps, on n'arrive pas finalement à avoir une direction générale. Et c'est parfois ça que certaines personnes avec un TDAH peuvent ressentir quand, quand, elles, quand elles observent ce qui se passe dans leur tête. Et enfin, je vais en donner une dernière. Alors, c'est un peu l'image d'un réseau Wi-Fi, enfin, d'une série de réseaux Wi-Fi. Voilà, vous essayez de vous connecter et vous avez toute une liste de réseaux. Hein, c'est tout. Bon, et en fait, c'est comme si votre appareil, votre téléphone n'arrivait pas à se fixer sur un réseau. Hein, et vous connectez à un réseau, vous voulez télécharger un fichier, et paf, on passe à un réseau suivant. Et finalement, à force de changer de réseau, même si chaque réseau est bon, et ben, à la fin, on ne télécharge pas grand-chose. Donc, c'est aussi ça qui peut se passer, c'est que parfois, il y a des situations où on arrive à se connecter à un réseau. Ça, c'est particulièrement quand on fait quelque chose de très stimulant, de nouveau, qui nous excite particulièrement, ou bien parce qu'on a un interlocuteur en face, hein, qui permet de garder l'attention. Mais dès qu'on n'a pas ces circonstances particulières, eh ben, notre attention va passer d'un réseau à l'autre sans cesse. Voilà, tout plein d'images qui permettent de décrire un peu les symptômes du TDAH. Je reprofite mon café. Alors, maintenant, vous allez peut-être me demander, ben, OK, mais pourquoi ça se passe comme ça? Alors, je vais, sans vous montrer des choses très, très compliquées au niveau de ce qui se passe dans le cerveau d'une personne, voilà, sans montrer d'images très compliquées de ce qui se passe dans le cerveau d'une personne avec un TDAH, je vais vous donner un peu deux modèles en fait qui vont peut-être illustrer un peu les choses et qui permettront finalement de comprendre quelles sont quelles sont les difficultés et pourquoi elles surviennent. En fait, il y a deux modèles principaux, si on veut. Normalement, quand notre cerveau se développe, un cerveau de bébé a un cerveau d'enfant, puis d'adulte, on a différentes fonctions qui se mettent en place. Et je ne sais pas si on a un pointeur, en fait, je ne crois même pas. Hop. Ah, si on voit ma petite flèche, voilà, super. Ben, en fait, dans mon cerveau, il y a des parties qui se développent, certaines plus précocement que d'autres, et il y a des parties, les parties qui sont à l'avant du cerveau, qui sont celles qui sont dédiées au contrôle, le petit bouton stop, vous voyez, celui qui était un peu coincé en haut à droite, ben, elle se développe à partir de l'enfance. Voilà, c'est un processus qui est progressif. Et chez certaines personnes, elles se développent moins bien, et soit tardivement, soit elles se développent toujours avec un retard qui reste jamais rattrapé. Hein, et ça, c'est ce qu'on appelle voilà, un enfant qui va, qui va facilement faire des choses qui lui passent par la tête, et un enfant quand il commence à avoir 10 ans, bah, il va arrêter de sauter sur le canapé, et l'adulte aussi va apprendre qu'on ne grimpe pas sur la table quand on est content. Et ça, c'est le problème du défaut d'inhibition. Hein, il n'y a pas ce système d'arrêt qui n'est pas forcément conscient ou volontaire, hein, mais ce système d'inhibition est moins efficace ou demande plus de ressources. Hein, et c'est pas qu'on n'est pas capable d'y s'inhiber, c'est qu'il faut mettre plus de ressources pour faire cette inhibition. Et quand on doit mettre des ressources pour inhiber toute une série de comportements, eh ben, à un moment, on les épuise, ces ressources, et donc ces difficultés d'inhibition devient plus large à différents domaines et coûteuse. Et parfois, bah, voilà, on n'inhibe pas, et du coup, là, les symptômes apparaissent. Et donc, c'est cette idée d'avoir du mal à inhiber toute une série de comportements et avoir des difficultés à autoréguler et ne pas laisser filer certains comportements, certaines pensées, certaines émotions aussi, qui sont plus automatiques. Alors.
Ça, c'est un premier modèle. Il existe un autre modèle, en fait, qui est aussi intéressant parce que probablement il explique pas mal de symptômes. Hem, c'est le modèle des stabilités des réseaux cérébraux. Alors, en fait, on a souvent l'idée que dans notre cerveau, il y a des zones qui servent à certaines choses. La vision, c'est à l'arrière du cerveau, l'audition, c'est sur le côté, la parole, c'est là, voilà, enfin, je passe les détails. En fait, les choses sont plus compliquées que ça. Il y a des zones effectivement qui sont nécessaires, mais elles ne sont pas toujours suffisantes. Et en fait, notre cerveau, il est plutôt organisé sous forme de réseaux, hein. C'est des zones du cerveau qui travaillent ensemble. Et il existe différents types de réseaux qui existent. Alors, il y a un réseau, par exemple, qui est dédié à la vision, hein, qui est à la fois par derrière, mais qui va sur le côté, par, il y a deux voies, enfin, on passe les détails. Et il y a aussi un réseau qui est dédié à l'attention, hein. Donc, l'attention, et qui est plutôt un réseau qui utilise la partie avant du cerveau, le côté pariétal ici, voilà, qui nous permet de nous concentrer sur quelque chose. En fait, si on regarde chez les personnes TDAH, globalement, les personnes ont un cerveau qui arrive à fonctionner dans certaines circonstances, et donc le réseau d'attention peut être mobilisé tout à fait correctement. Il existe aussi un réseau qui s'appelle le réseau par défaut. Alors, c'est un réseau qu'on a découvert d'abord parce que, on disait aux gens, bah, faites rien de spécial et on regarde ce qui s'allume. En fait, quel est le réseau qui s'allume? C'est ce qu'on appelle le réseau par défaut, d'où ce nom. On ne leur demandait pas justement de faire une tâche ou on demandait de regarder quelque chose ou on demandait de se concentrer sur quelque chose. On leur disait, faites rien. Mais quand on dit à quelqu'un fait rien, en fait, s'il fait quelque chose quand même, il est en train de rêvasser, en fait, de penser à ce qu'il fera tout à l'heure, ou s'il ne veut pas chercher du pain en rentrant chez lui, ou bien tout en étant dans la machine d'imagerie cérébrale, ou bien qu'est-ce que j'ai fait qu'est-ce que j'ai fait hier, tiens d'ailleurs c'est bizarre ce qui se passe autour de moi. Donc voilà, je suis dans un état de rêverie en fait, et c'est ce réseau qui est impliqué là-dedans. C'est impliqué en tout ce qui impacte l'imagerie mentale et la planification, mais aussi parfois certains aspects de la mémoire. Donc ce réseau par défaut, ce qui se passe chez les personnes, donc je l'ai illustré là comme ça en l'entourant en jaune, et ce qui se passe chez les personnes avec un TDAH, que ce réseau par défaut qui s'active de façon tout à fait normale dans plein de moments, eh ben, il est plus instable. C'est-à-dire que de temps en temps, quand on utilise un autre réseau, par exemple en violer le réseau attentionnel, de contrôle cognitif, euh, on doit l'activer parce que c'est pertinent dans ce contexte, eh ben, de façon plus fréquente et de façon inapproprié, ce réseau par défaut s'active plus fréquemment. Donc, au lieu de rester en réseau de contrôle plus longtemps, bah, il y a des espèces d'intrusions du réseau par défaut qu'on ne remarque pas, mais qu'on observe finalement secondairement par des types de symptômes qui sont le fait de penser à autre chose, d'être décroché, en fait, hein. Et c'est ce modèle-là, donc, qui est assez en vogue pour expliquer le TDAH, c'est ce qu'on appelle l'instabilité du réseau par défaut, explique pas mal de choses. Alors déjà, les rêveries plus fréquentes, la distractivité, la difficulté à maintenir son attention suffisamment longtemps. Voilà, donc c'est finalement deux modèles principaux du TDAH. Alors, quelles sont les conséquences d'avoir ce type de fonctionnement cérébral? Alors, encore une fois, je vais utiliser une autre métaphore, j'aime bien ça. Vous connaissez ce genre de petits potentiomètres, on a ça sur une guitare électrique, hein, donc imaginez-vous, on a un potentiomètre qu'on peut régler de 1 à 10, on peut choisir l'intensité de façon très, très subtile. Et en fait, chez une personne TDAH, c'est comme si ça, c'était pas comme ça, mais que c'était comme ça, à fond, soit à fond, soit à zéro, hein. Et finalement, dans le cerveau d'une personne avec TDAH, il manque cette modularité d'être d'être dans des modes intermédiaires. Et c'est pas, donc il n'y a pas le volume hein, dans le cerveau, mais par contre, il y a la question de l'attention, il y a aussi la question de la motivation et la question aussi des émotions, en gros. C'est assez métaphorique, hein, mais c'est pour vous donner une idée. Et donc, dans ces trois domaines-là, il y a soit on est à fond, soit on est à zéro. Et en fait, on peut le décliner comme ça, de façon intéressante sur les différents domaines et observer ce que ça a comme conséquence. Alors, typiquement, quand on a un problème de régulation, c'est plus un problème de régulation que de manque d'attention. Euh, donc, le nom trouble déficit d'attention est peut-être un peu faux, hein. Enfin, je crois que beaucoup de gens sont d'accord avec ça, mais personne n'arrive à trouver une idée. Donc, c'est pas un problème de déficit d'attention en réalité, c'est un problème de déficit de régulation de l'attention, hein. Les personnes sont certes très distractibles par
des stimuli extérieurs, par ses propres pensées, avoir du mal à se concentrer, par exemple. Mais aussi, il y a une capacité d'hyperfocalisation qui est parfois notable, une capacité à être très sensible à quelque chose d'activant, et peut-être plus sensible à quelque chose d'activant que quelqu'un d'autre, ce qui pourrait avoir comme impact d'être parfois très motivé, très concentré, plus hyper focus peut-être, et peut-être aussi des conséquences en termes de créativité. Alors, ça c'est pour la question de la régulation de l'attention. Je vois une question qui est passée, à laquelle je vais répondre tout à l'heure. Ensuite, question de la régulation de la motivation, ou de l'action, de la mise en action. Alors, il y a à la fois, quand on est sur le niveau 1, on s'ennuie très vite, on a envie de rien, on a du mal à aller au bout des choses et qu'elles sont moins intéressantes, on a du mal à se mettre en route quand on doit faire quelque chose. Ou bien, à l'inverse, on peut être très enthousiaste, très facilement stimulé par quelque chose. Beaucoup de personnes avec TDAH diront, ouais, je me lance, dès que j'ai une idée, je me lance dans le projet, même si à la fin, je me rends compte que c'était un truc un peu fou, pas très construit. Mais dès qu'on me donne une idée, ah oui, j'ai envie de me lancer. Hein, donc, ce côté, je suis à 10 tout de suite, sans être capable d'être dans cette subtilité d'une régulation plus fine. Donc, les nouveaux projets, c'est ce qu'on appelle aussi la sensibilité à la nouveauté ou la recherche de la nouveauté. Hein, c'est dès que quelque chose est un peu avec un profil stimulant, ce qui n'est pas chez tout le monde. Hein, on est tous plus stimulés par ce qui est nouveau et tous plus stimulés par ce qui est intéressant, qui, euh, qui bouge, qui est actif. Eh ben, il y aura une sensibilité qui sera certainement plus élevée chez les personnes avec TDAH. On peut observer, même chez certaines personnes, des moments comme ça où les personnes sont un peu bloquées, n'arrivent pas à se motiver, et certaines choses qui montent le niveau de motivation, à un moment, font basculer les gens dans un mode d'hypermotivation. Et ça, c'est par exemple un grand classique, c'est ce qui se passe quand on est avec une deadline dans quelques heures et qu'il faut absolument faire ce qu'il faut faire. Ensuite, la régulation des émotions. Alors, on retrouve très fréquemment chez les personnes avec un TDAH des émotions qui sont particulièrement vives, une tendance à avoir une impulsivité émotionnelle, des émotions qui montent très haut très facilement et qui ont du mal à redescendre. Mais aussi, c'est des moments de passage à vide, avec parfois même des gens qui décrivent des fortes fluctuations de l'humeur dans une même journée, ce qu'on peut appeler parfois la cyclothymie, avec ce côté qui n'est pas forcément négatif. Hein. Tous les symptômes qu'on décrit peuvent être vus aussi de façon positive, hein, et donc une forme d'empathie, de spontanéité, d'authenticité émotionnelle qui sont particulièrement marquées. Voilà, pour décrire ces 3 degrés de problèmes de régulation. Ce n'est pas des gens qui sont hyper émotifs, c'est des gens qui ont un problème de régulation des émotions, les personnes avec un TDAH. Ce pas des gens qui sont peu motivés ou trop motivés quand il ne faut pas. C'est surtout quand la motivation a du mal à être régulée. Alors, je passe à la suivante. Voilà. Donc, on a parlé jusqu'à présent beaucoup des symptômes, mais en fait, on se rend compte que quand on parle de TDAH, et surtout chez les adultes, ça c'est encore plus vrai chez les adultes, je pense, c'est qu'on n'a pas que des problèmes qui sont liés aux symptômes. Hein. Donc évidemment, il y a toutes les conséquences psychologiques du TDAH. Hein. J'ai du mal à me concentrer, voilà, je fatigue, avec même les conséquences ensuite, par exemple, sur le sommeil. Il y a toutes les conséquences qui sont liées au fonctionnement. Hein. Si j'ai du mal à travailler pour mes études, si j'ai du mal à me plaire dans mon travail parce que voilà, j'y arrive pas, ben, ça va avoir en soi aussi des conséquences qui sont spécifiques. Ensuite, on a aussi des conséquences qui sont plus larges, au-delà de la personne elle-même, qui sont des conséquences sur l'entourage. Et donc, le TDAH en soi voilà, impacte également la famille, les proches, les amis. Il peut y avoir des difficultés par rapport aux enfants, hein, du mal par exemple, à être la personne qui peut s'occuper de certaines choses chez les enfants, réguler les émotions des enfants, ou bien les aider à apprendre ces capacités de régulation. Ça peut être aussi le conjoint, ça peut être aussi les amis, hein, les amis qu'on oublie de ressolliciter. Donc, ça a un impact, ça peut avoir un impact aussi assez large. Et enfin aussi
un impact au niveau sociétal, et ça, c'est important de se le rappeler. Hein. Le TDAH augmente aussi des risques, augmente des risques d'accidents de circulation, par exemple, par l'impulsivité, par la distractivité, et des risques aussi de comportement délictueux. C'est aussi vrai, alors de façon liée à l'impulsivité, mais pas que. Le fait d'avoir, par exemple, eu des difficultés dans ses études fait qu'on est plus facilement dans des situations d'exclusion et donc plus facilement exposé à la précarité et plus facilement exposé à, à des problématiques de mauvaises rencontres, on peut dire ça comme ça. Voilà, donc le TDAH peut impacter finalement les gens de façon assez large. Alors, on aura vite assez fréquemment une critique qui va venir, qui, qui va qui peut venir, c'est que, en fait, ouais, le TDAH, de mon temps, ça n'existait pas, c'était, voilà, c'est à cause des téléphones, c'est à cause des écrans, c'est parce que, voilà, on est trop stressé. Alors, euh, dans ces remarques, alors il y a des choses qui sont assez fausses, hein, dans le sens où il y a eu depuis très longtemps des descriptions de personnes qui avaient un profil de type TDAH, et ce n'est pas une invention moderne. Hein. Alors, je ne vais pas rentrer dans ce débat dans le détail, mais il est quand même vrai que notre monde est quand même marqué par quelque chose qui est de l'ordre de la capture de l'attention. On est tous hyper sollicités par nos téléphones, par les mails. Alors les mails, c'est peut-être même encore pire, parce que les mails, c'est une espèce d'entrée d'informations, alors les réseaux sociaux également, hein, mais d'entrée d'informations sans fil, avec toujours il y a jamais de fin, et donc c'est un distracteur permanent. Donc, et en plus, l'attention est devenue une valeur marchande. Hein, donc, toute notre attention est monnayée, alors surveillée et puis monnayée. Et donc, il y a vraiment tout un dispositif qui s'est créé finalement au fur et à mesure du temps, où notre attention euh, devient de mieux en mieux captée parce que c'est de plus en plus rentable. Enfin, il faut aussi dire aussi que notre monde a changé, qu'on a, on a de plus en plus une exigence par rapport aux personnes de capacité de ça, c'est des choses qui sont indéniables. Mais voilà, est-ce que c'est bien ou mal? C'est aussi une forme de changement, un certain prix finalement à payer pour plus de liberté, plus d'autonomie. Hein, voilà, on devient libre de choisir, et quelque part, c'est quelque chose euh, qui va avec, en fait. C'est pas bien ou mal, c'est juste que ça va avec. Cependant, donc, les personnes avec ATDH n'ont pas été inventées par ça, hein, c'est juste qu'aujourd'hui, peut-être, il y a des personnes qui sont plus vulnérables, hein, plus vulnérables à ça. Et on pourrait faire une analogie tout à fait simple avec la question de l'alimentation, hein, maintenant que l'alimentation est devenue une denrée euh, suffisante, en tout cas dans la plupart des pays. Il n'y a jamais vraiment de manque. Et ben, certaines problématiques comme l'obésité deviennent plus fréquentes. Donc voilà, ce n'est pas un trouble créé par la société, mais plutôt des personnes qui sont plus vulnérables, qui vont être plus exposées à certaines difficultés. Voilà, donc je souligne bien le fait que il n'y a pas que le TDAH qui pèse lourd, mais c'est vraiment aussi le fait d'avoir des conséquences en termes de scolarité, alors depuis très longtemps, ou plus récemment quand on est jeune étudiant, mais au niveau du travail, donc une expérience plus fréquente d'échec, avec un impact évidemment sur l'estime de soi. Le jugement et le regard de la société est aussi particulièrement important. Hein. Alors, les choses changent doucement grâce notamment à ce genre de journée, mais les stéréotypes qui sont véhiculés par la société sont aussi des choses qui sont internalisées par les personnes, avec une augmentation aussi de, de, de l'autostigmatisation, et donc une baisse de l'estime de soi. Ne pas oublier aussi tout ce qui va avec le TDAH et les conséquences qui se construisent peu à peu. Voilà. Est-ce que le TDAH commence toujours pendant l'enfance? Alors, c'est une question qui m'a été posée dans le chat, là déjà, enfin, sous notre forme. Alors,
je vais essayer d'y répondre rapidement sans forcément aller dans tous les détails, mais dans une certaine mesure, on pourrait dire oui. Alors on pourrait aussi dire non d'une certaine façon. Je vais préciser les choses. Donc effectivement, oui, le TDAH, c'est un trouble neurodéveloppemental. C'est quelque chose qui est une forme de fonctionnement du cerveau, une forme un type de fonctionnement du cerveau, pardon, heu, qui qui est en général observé depuis l'enfance. Et souvent, hem Heu, je ma phrase est bizarrement formulée, j'ai fait une petite faute de frappe. Mais voilà, on peut retrouver, même s'il n'y a pas forcément un TDAH, en termes de trouble, pendant pendant l'enfance, on peut retrouver souvent des symptômes ou des types de fonctionnement qui, heu, qui existaient, hem, qui existaient déjà, précocement. Mais alors parfois, on retrouve des choses un peu différentes où par exemple, on avait, on avait des phénomènes de compensation. Alors ça, c'est typiquement les personnes qui alors, ça peut être des personnes qui avaient un entourage qui était très favorable, avec une flexibilité, une souplesse de l'entourage qui permettait de compenser certains profils ou certaines difficultés. Ça peut être aussi lié à des capacités personnelles comme un niveau intellectuel supérieur, une capacité à apprendre à lire, par exemple, beaucoup de facilité dans la lecture. Ça peut être aussi lié à certains intérêts particuliers, un enfant qui sera très motivé par la scolarité parce qu'il est super curieux, il adore apprendre, parce qu'il a un instituteur très sympa et très intéressant, ben, il aura moins de difficultés à l'école. Donc il y a cette question de la compensation. Ensuite, il y a la question de «ma vie a changé». Ma vie a changé, en fait, quand on devient grand adolescent puis adulte, on passe d'abord par une phase qui est, les études supérieures souvent, des études qui demandent enfin, qui exige un changement assez radical en termes de planification, d'organisation. Mais ça ne s'arrête pas là. Il y a ensuite des charges professionnelles qui peuvent parfois apporter un mieux dans un premier temps, mais parfois quand on change de travail ou quand on avance dans son travail, on a de plus en plus d'exigences en termes d'organisation et ça peut parfois être difficile. Ou bien encore, quand la vie devient un peu compliquée, notamment quand on a des enfants, quand on doit cumuler à la fois le fait de se gérer soi-même, puis de gérer ses enfants, ou de gérer leur planning du moins, et différentes choses, il peut y avoir une forme d'accumulation de contraintes, d'exigences qui peuvent rendre des symptômes qui étaient finalement avant tout à fait discrets, euh, problématiques. Alors les soucis psy, j'ai mis ça dans un mot très vague, le fait d'avoir par exemple eu, une période de dépression peut également, faire que ce qui fonctionnait, à un moment, toutes les compensations, ben, on se casse la figure, on se relève, mais on n'arrive pas à remettre en place toutes les stratégies, tous les compensations qu'il pouvait y avoir auparavant. Donc ça explique en partie pourquoi certaines personnes qui ont finalement bien fonctionné pendant pas mal d'années, après un épisode dépressif, par exemple, ou autre chose, une crise personnelle, voilà, par exemple, suite à une rupture ou quelque chose comme ça, peuvent avoir beaucoup de mal à, mmh, à reprendre pied. Ensuite, il y a aussi, heu, quelque chose qui pourrait être de l'ordre de j'ai rien marqué avant. Ça peut être lié à différentes choses. Ça peut être lié au fait d'avoir finalement ça te dit: «OK, bah, je suis comme ça, bah, voilà, c'est normal, voilà, moi je suis comme ça, il y en a qui sont grands, il y en a qui sont petits, moi je j'arrive pas à me concentrer, je papillonne tout le temps». Ça peut être aussi lié au fait d'avoir rien marqué du tout et c'est l'entourage qui dit: «Écoute, là, c'est vraiment compliqué avec toi». Ou bien ça peut être aussi tout simplement une personne qui est en souffrance, mais on lui a toujours dit: «Bah, si tu faisais des efforts, ça irait bien mieux». Donc c'est ça et après une fois qu'on commence à se dire: «OK, mais peut-être que ce qui m'arrive, ben, ça s'appelle comme quelque chose que j'ai lu qui s'appelle le TDAH», ben, on arrive à relire en fait ce qui nous arrivait depuis l'enfance avec un regard un peu différent et peut-être un peu plus de bienveillance et on identifie les symptômes. Il existe, certaines situations où les choses ne sont pas aussi claires et on a vraiment du mal à retrouver tous ces types de compensations ou d'explications, pendant l'enfance et du coup, on on a quelques, on a quelques situations où on peut être en difficulté pour vraiment retrouver des choses avant et il y a des données scientifiques, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais qui suggèrent que peut-être dans certains cas, on pourrait avoir des formes qui commencent vraiment à l'âge adulte. Alors c'est quelque chose de très discuté,
Mais bon, dans la plupart des situations qu'on rencontre en pratique, on a quand même des choses qui pourraient être assez évocatrices de quelque chose qui avait été compensé auparavant, mais qui ne l'est plus à un moment. Voilà. Là, pour les explications générales, je vais parler un peu du diagnostic maintenant. Alors, comment je peux faire pour bénéficier d'un diagnostic? Alors, je vais souligner quelques idées importantes et éventuellement, il y aura peut-être des questions euh, qui vont clarifier les choses. Euh, alors, je vois une question auquel je vais répondre tout à l'heure. Euh, une idée importante, c'est que le diagnostic est basé non pas sur des tests ou des mesures, hein, c'est vraiment sur ce que ressent la personne. Ça, c'est un point qui est important parce que les tests ou les autres outils ne permettent pas de poser le diagnostic de façon fiable, hein. Donc, il faut avoir cette idée assez claire. Donc, c'est pas juste ressentir. J'entends pas par dire, ouais, je pense que j'ai un TDAH, donc j'ai un TDAH. On va avoir un entretien avec un spécialiste qui va explorer ça, essayer de comprendre, de peser le pour et les contre, le comprendre dans un contexte plus spécifique. Et à partir de ça, on va poser un diagnostic. Mais c'est sur le ressenti subjectif de la personne qu'on va poser ce diagnostic. Donc, il n'y a pas de test stricto sensu, parce qu'on pourrait entendre par son acception habituelle. Alors, notamment les tests neuropsychologiques, tests neuropsychologiques d'attention, de mémoire de travail. Alors, ils vont pas certifier un diagnostic. C'est pas ça qui va dire, OK, oui ou non, vous avez un TDAH. Ils vont être utiles peut-être pour clarifier quelles sont les difficultés principales, pour orienter peut-être une approche de rééducation, mais ils ne vont pas dire, oui, vous avez un TDAH ou non, vous n'avez pas de TDAH. C'est important de le savoir. Et c'est la même chose pour certains tests. Alors, on ne voit pas trop en France, mais des tests basés sur l'électroencéphalogramme, voilà, il y a des choses qui sont proposées. Alors, chacun de ces tests a des propriétés qui sont peut-être intéressantes à un niveau d'un groupe, mais de façon individuelle, ils ne permettent pas de poser un diagnostic. Voilà, j'insiste un peu là-dessus. Il y a aussi la question des tests, des questionnaires, hein, des tests de dépistage. Alors, le test est un peu en j'utiliserais plus volontiers le mot questionnaire de dépistage. Euh, alors, ces questions de dépistage sont juste des outils pour avoir une orientation, hein. C'est des questions où ils regardent si oui ou non ça colle. Évidemment, si on répond à toutes les questions oui, il y a des chances que ça puisse correspondre à un TDAH, mais c'est jamais certain. Il faut toujours l'analyser de façon plus spécifique en fonction du contexte de la personne. Donc, ces tests, donc le plus fréquent, le test de dépistage, c'est la SRS. La SRS qui est un questionnaire assez court qui permet de poser quelques questions qui vont donner une orientation sur le fait qu'il y a un TDAH ou pas. Le questionnaire DIVA, qui est plutôt un questionnaire qui est utilisé par un professionnel qui va poser des questions de façon un peu systématique. Et de la même façon, on ne va pas permettre de répondre en oui ou non. Il faudra analyser ensuite de façon globale, avec l'aide d'un médecin, d'un neuropsychologue, qu'est-ce qu'il en est. Est-ce que c'est le diagnostic de TDAH qui est le plus pertinent? Alors, c'est pas parce qu'on voit un psychiatre qu'on va être à tous les coups au clair sur son diagnostic, hein. Donc, il faut faire attention à ces erreurs ou ces difficultés diagnostiques. Alors, il y a des choses qui masquent le TDAH. J'entends par là, les personnes sont prises en charge pour un problème qui est au premier plan. Et en fait, ce qui est peut-être le plus problématique, c'est le TDAH, mais qui est caché derrière certains symptômes qui sont au premier plan. Alors, je souligne différents exemples, hein, comme les troubles de la personnalité. Le trouble de la personnalité, ce qu'on appelle borderline, c'est un trouble de la personnalité qui est marqué par une instabilité des émotions, des relations, une hypersensibilité relationnelle. Donc, par, souvent, hein, souvent même, c'est loin d'être rare, ces personnes qui sont diagnostiquées borderline ont souvent une problématique de TDAH qui sont sous-jacentes. Et en fait, c'est les conséquences du TDAH non pris en compte qui peuvent expliquer la plupart des symptômes. C'est la même chose dans la dépression. Des personnes qui souffrent d'une dépression sont dans une situation voilà, d'épuisement, mais en fait, on peut retrouver de façon préalable et de façon longitudinale l'existence d'un TDAH qui pourrait lui expliquer toutes les difficultés. Les addictions peuvent aussi, au premier plan, être perçues comme le problème principal, mais si on fait attention, on retrouve souvent des raisons au développement de l'addiction. Alors, on peut retrouver différentes choses. C'est une question qui a été posée, c'est quel est le lien avec le cannabis? Et ça, c'est quelque chose qu'on retrouve fréquemment chez les personnes qui ont besoin de fumer du cannabis,
Alors, soit pour se calmer, notamment le soir, pour pouvoir dormir, les personnes ressentent une amélioration, ils arrivent à avoir la tête un peu plus vide, et ils arrivent à s'endormir. Et sans cannabis, elles n'y arrivent pas. Et à la fin, elles deviennent dépendantes de cannabis et n'arrivent pas à s'arrêter. Donc, si on recherche de façon précise, on peut retrouver un facteur qui a expliqué l'émergence de cette addiction au cannabis, c'est le TDAH. Par rapport au cannabis, certaines personnes l'utilisent aussi pour être plus concentrées. C'est pas le cas pour toutes les personnes, mais certaines personnes peuvent ressentir une amélioration des symptômes avec le cannabis. De façon générale, il y a plutôt une amélioration à court terme, quelque chose qui est ressenti à court terme, mais à long terme, on a plutôt des aggravations au niveau des fonctions cognitives avec le cannabis. Okay. Je regarde juste les questions. J'en ai quelques-unes que je n'ai pas vues. Il y a beaucoup de questions, donc je ne sais pas si je vais... N'hésitez pas à les reposer si je n'y réponds pas à un moment. Voilà. Donc, au niveau des addictions, il y a aussi des personnes qui utilisent certains stimulants pour finalement essayer de focaliser leur attention, que ce soit notamment la cocaïne ou des amphétamines. Et donc ça peut être également un signal qui peut orienter, notamment si les stimulants ont plutôt un effet apaisant. L'alcool est aussi un problème fréquent avec l'utilisation de l'alcool comme un régulateur des émotions ou de l'hyperactivité motrice, notamment dans une perspective de trouble du sommeil. Ce qui masque aussi le TDAH, alors des addictions, c'est des addictions plus comportementales, c'est par exemple aussi l'addiction au sucre, au grignotage. On retrouve quand même chez les personnes TDAH plus fréquemment d'obésité, et notamment parce que le fait de manger permet d'occuper les mains, aussi peut-être c'est interprété de façon automatique comme un signal, voilà, je me sens agité donc j'ai faim. À un moment qu'on est un peu agité, c'est qu'on a faim, on est poussé à l'action pour chercher à manger, et ben le TDAH pour le fait de grignoter plus facilement. Alors, le terme de haut potentiel, alors, qui est peut-être une question assez ambiguë, parce que ce n'est pas réellement un diagnostic, hein, ce n'est pas une maladie d'avoir un haut potentiel, hein, ce n'est pas un trouble, mais c'est un profil qui peut avoir qui peut masquer aussi le TDAH. Alors, souvent, quand il y a une souffrance qui est associée au potentiel, les personnes qui n'ont pas de souffrance associée au potentiel sont juste des gens chanceux, mais quand il y a une souffrance associée, on peut parfois être focalisé sur le potentiel, on se dit, OK, le haut potentiel est le problème, il faut peut-être poser la question différemment, c'est qu'est-ce qui fait que le haut potentiel ne puisse pas être utilisé comme un haut potentiel. Voilà. Donc, il y a une question sur le fait, est-ce que le haut potentiel est plus fréquemment associé, ou les 10 sont plus fréquemment associés au TDAH? Alors, pour les troubles 10, oui, il y a plus de dyslexie, de dyspraxie associée au TDAH, enfin, dans les deux sens en fait. Mais pour le potentiel, la réponse est plutôt non, enfin, c'est indépendant. Les personnes à haut potentiel qui en souffrent ont plus de TDAH, parce que c'est les gens qui souffrent. Les hauts potentiels qui ne souffrent pas ont pas plus de TDAH. Mais en gros, le TDAH est réparti de façon tout à fait similaire dans les différentes, voilà, quel que soit le niveau intellectuel. On a autant de TDAH chez les gens qui ont un potentiel que de TDAH chez les gens avec un potentiel, enfin, un QI dans les normes, ou chez les gens qui ont un retard mental, en fait. Alors, le TDAH chez les gens qui ont un retard mental est très peu diagnostiqué, pas souvent, parce qu'on attribue au retard mental des problèmes de comportement qui sont finalement juste liés à un TDAH. Donc voilà, c'est aussi j'aurais pu mettre retard mental comme quelque chose qui masque le TDAH. Ensuite, j'aurais envie de prendre la question dans l'autre sens, c'est qu'est-ce que masque le TDAH? Et ça, c'est aussi important. Cette façon de dire les choses souligne surtout le fait que le fait d'avoir un TDAH n'empêche pas d'avoir un autre problème associé. Et c'est important de le reconnaître et éventuellement de le prendre en charge. Donc, notamment, je pense au problème d'anxiété, parce que souvent, c'est sous-identifié et pas forcément traité alors, et il existe des techniques qui permettent de traiter l'anxiété de façon efficace, et c'est important de l'identifier. Et toutes les comorbidités, en général, peuvent être finalement secondaires, et on peut oublier de les traiter si on est trop focalisé sur le TDAH. Donc voilà, essayer d'avoir regarder les choses de façon large. Le TDAH n'est souvent qu'une propriété parmi d'autres. Voilà, donc pour poser un diagnostic par un psychiatre est nécessaire, parce qu'il faut vraiment prendre en compte tous ces
tous ces différents aspects. Voilà, on va peut-être avancer. Ah oui, je voulais encore dire un truc qui était important pour moi, c'est que le TDAH, c'est pas quelque chose qui est en noir ou blanc, hein. Le TDAH, c'est une variation de la normale avec des formes qui sont très sévères, qui peuvent avoir un impact considérable et très, très tôt, et des formes qui sont beaucoup plus subtiles avec une limite qui est forcément arbitraire, hein. Et donc, on sait qu'au niveau de l'irritabilité, de la génétique qui est associée au TDAH, il y a toute une série de petits variants qui apportent chacun un petit impact sur la probabilité d'avoir des symptômes de type TDAH. Il n'y a pas un marqueur déterminant qui explique le TDAH. Il y a plein de facteurs génétiques, mais aussi environnementaux qui augmentent le poids, enfin, ou disons la propension TDAH. Et ça veut dire qu'on n'a pas de limite franche entre ce qui est normal et ce qui est pas normal, si on veut, hein. Donc, différencier finalement le trouble du déficit d'attention et hyperactivité et les traits de déficit de l'attention. J'avais une question sur le fait, est-ce que le TDA sans hyperactivité est quelque chose de différent? Alors, il y a eu beaucoup de discussions là-dessus. Aujourd'hui, la plupart des experts s'accordent sur le fait de dire que c'est globalement le même problème et que l'hyperactivité, c'est parfois pas forcément très visible et certaines personnes auront plus tendance à avoir une hyperactivité qui est juste internalisée, hein. Donc, sans rentrer dans trop de détails, il y a finalement plutôt un accord sur le fait que c'est quelque chose d'assez similaire et on se rend compte que les enfants qui étaient peut-être juste TDA sans hyperactivité évoluent assez fréquemment sur le mode H un peu plus tard en fonction des circonstances dans la vie. Donc, c'est pas forcément très pertinent de séparer les deux choses. Donc, entre troubles et traits de déficit d'attention, finalement, la meilleure façon de séparer les choses, qui est une façon assez basique, c'est de dire, OK, est-ce qu'il y a un retentissement, hein? C'est ça qui va permettre de distinguer les choses et pas d'autres choses plus compliquées. Et donc, j'en profite pour souligner la question, c'est est-ce que si j'ai des traits de déficit d'attention, est-ce que j'ai besoin de consulter? Pas forcément. Si vous allez bien, ne consultez pas. Vous avez un profil comme ça et c'est très bien comme ça. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir parce qu'on a juste des traits ou un trouble, on ne souffre pas. Si on a un trouble, on ne souffre pas, on n'a pas vraiment de trouble. Mais voilà. Donc, c'est important de comprendre ça. Alors, on peut aller jusqu'au point où on se dit, OK, mais alors est-ce que le terme il colle? Est-ce qu'on ne devrait pas inventer un autre terme? C'est pas un déficit d'attention, c'est un problème de régulation des émotions, de l'attention. Est-ce que c'est pas vraiment un trouble? Parfois, c'est un trait. Est-ce qu'on ne devrait pas inventer un nouveau mot? Alors, si quelqu'un a une super idée, là, je le noterai dans le chat. Mais à défaut de ça, il y a des gens qui ont proposé des noms. Alors, il y a un acronyme qui est intraduisible en français. Alors, il est sympa, ça fait vaste, ça fait vaste, quoi. C'est quoi? C'est chouette. Variable Attention Stimulus Trait. Donc voilà, c'est un terme qui est pas facile à traduire pour garder le joli acronyme vaste en français. Alors, c'est loin d'être scientifique, hein, c'est quelqu'un qui a eu cette idée-là, mais je trouve assez intéressant. Mais on pourrait imaginer devoir changer le nom du trouble. Je pense ça serait quelque chose qui serait pas simple parce que voilà, il y a déjà tout cet effort de communication sur le TDAH. Si on devait changer le nom maintenant, je pense que peut-être que la cause serait pas la mieux défendue comme ça. Mais voilà, il faut avoir ça en tête, hein, on n'est pas, les choses sont toujours plus compliquées que ce qu'on voudrait. Alors, comment je prends en charge mon TDAH? Ça va être ma dernière partie. Je me rends compte que j'ai déjà été bien bavard. Et donc, de façon très, très simple, l'idée, ça va être de mettre un peu de modulation dans nos potentiomètres, hein, apprendre à utiliser ces potentiomètres de façon plus variable, si on veut. Donc, on va pouvoir utiliser différentes stratégies, hein, donc médicaments, technique mentale, je mets un terme un peu vaste pour ça. Voilà, on va utiliser des compétences pour pouvoir mettre notre esprit dans l'évaluation. Et finalement, une règle importante, mais qui sera bien abordée après, ça paraît assez évident, mais il ne faut pas oublier de se le rappeler, c'est qu'il faut mettre notre cerveau dans son meilleur état de marche possible, et donc ça veut dire en prendre soin de plein de façons différentes, que ce soit par comment on le nourrit, mais aussi comment on l'entretient, et voilà, il y a plein de choses intéressantes à faire dans ce domaine. Je ne vais pas trop m'étendre là-dessus. Alors, je vais commencer par un peu de données scientifiques, très, très, très bref, hein, je ne vais pas faire de références scientifiques, mais si on prend la littérature chez l'adulte, qu'est-ce qui marche mieux? Alors, il y a
une réponse qui est claire, on ne va pas discuter sur les médicaments, hein, et même si ça fait plaisir, pas plaisir à certaines personnes, mais c'est les médicaments qui marchent le mieux et de loin, hein. C'est important de le savoir, c'est qu'il y a plein d'études qui ont été faites et c'est quand même ça qui montre le plus de preuves. Alors par contre, il y a quelque chose qui n'a pas été très bien montré, mais que la plupart des professionnels sont d'accord. Non, ce n'est pas de la science, mais c'est un accord professionnel unanime, c'est la psychoéducation. On en a déjà parlé aussi, c'est que si on ne comprend pas ce qu'on a, on ne va pas se soigner correctement. Donc c'est important que les personnes prennent le contrôle de leurs problèmes et arrivent à, à faire face avec en connaissance de cause. Donc, il n'y a pas beaucoup de preuves scientifiques que c'est utile, mais on ne sait pas trop comment mesurer pour savoir si c'est utile. Et surtout, il y a tellement de façons de le faire que ce n'est pas forcément simple de faire des études. Alors, entre science et réalité pratique, donc c'est ça la question, c'est OK, il y a des médicaments, des choses qui montrent beaucoup d'efficacité, des choses où tout le monde est d'accord, mais après le reste, qu'est-ce qu'on en fait? Alors que ce soit les approches en thérapie cognitivo-comportementale ou psychologique, les remédiations, l'alimentation, les compléments alimentaires, le sport, la méditation, le coaching, le neurofeedback, on a toute une série de choses. Voilà, et je ne vais pas pouvoir tout traiter, mais je vais donner quelques idées générales. Et après, il y a plein de trucs et astuces qui pourraient être aussi intéressants. Et qu'est-ce qu'il faut choisir? Alors, je vais vous faire un petit détour par un peu de statistiques, un peu de notions statistiques. C'est ce qu'on appelle la taille d'effet, hein. Une taille d'effet, c'est, en fait, vous allez voir plein de choses, des études de la science a montré que tel traitement est efficace. OK, c'est efficace, mais qu'est-ce que ça change? Si par exemple, je veux faire chauffer une bouteille d'eau, une casserole d'un litre d'eau, j'ai trouvé un mécanisme nouveau, innovant, qui va être efficace. Il va changer quelque chose. Parce que si je mets ce traitement, ce magique qui chauffe ce litre d'eau versus quelque chose qui ne sert à rien, un placebo, eh ben, mon eau va être plus chaude. OK, elle va passer de 20 à 21 degrés. Cool. Je ne suis pas prêt de prendre ma douche avec cette eau. C'est ça l'idée. Si on veut un traitement efficace, c'est pas qu'il faut pas qu'il soit efficace, mais il faut qu'il soit suffisamment efficace. Je veux prendre une douche au moins à 35 degrés. Donc, il faut que je prenne 15 degrés d'eau. C'est pas passer de 21 qui va être intéressant. Mais on peut remarquer que mettre la casserole sous une bougie, effectivement, ça va changer de 1 degré la température de l'eau. Mais au fond, ça ne va pas régler mon problème de douche. Entre 20 et 21 degrés, je ne vais pas aimer beaucoup ma douche. Mais par contre, passer au moins jusqu'à 30 ou 35 degrés, ça serait quand même pas mal. Vous voyez, donc ça, c'est la question de la taille d'effet. On peut avoir des effets mesurables scientifiquement, parfaitement scientifiquement, mais si la taille d'effet est ridicule, ça n'a aucun intérêt. Et donc, c'est ça vraiment au niveau scientifique, c'est que alors les traitements ne sont jamais aussi purs que la physique, hein, c'est de la biologie, c'est plus compliqué. Donc, on a souvent une répartition très variable, il y a plein de choses qui changent, hein, la température de l'air, la température, est-ce que c'est au soleil ou pas. Mais imaginez qu'un traitement A qui est dans la première courbe à gauche, eh ben, il fait, ou rien faire, disons, il y a plein de variabilités, hein, donc il y a une espèce de répartition très, très étalée. Mais sur un traitement B, voilà, on retrouve un petit décalage, disons, de la bouteille d'eau ou le litre d'eau qui augmente de 2 degrés ou de 1 degré, ça décale un peu, et en fait, c'est ça ce qu'on appelle la taille d'effet. Alors évidemment, s'il y a plein de choses qui sont variables, il y aura quand même des litres d'eau qui sont plus chauds, même s'ils n'avaient pas eu de traitement, mais donc c'est un peu mélangé, mais on arrive à voir au niveau des répartitions, des mesures statistiques, ce qu'on appelle une taille d'effet, et on a une méthode de calcul qui donne un chiffre entre 0, pas d'effet du tout, les deux courbes sont collées à des variables, des valeurs de plus en plus importantes, ça peut aller au-delà de 1, mais c'est autour de 1, c'est vraiment une grande taille d'effet. Et pour vous donner des ordres de grandeur, une taille d'effet à 0,2, c'est comme si on prenait plein de filles qui ont entre 15 et 16 ans, vous les mettez toutes ensemble. Et en fait, vous groupez celles qui ont 15 ans et celles qui ont 16 ans. Et la différence entre moyenne, c'est ça. Alors vous allez me dire, OK, les filles de 15 et 16 ans, elles ont à peu près la même taille. Bah, celles de 16, elles sont plus grandes. Ouais, parce qu'elles sont plus grandes, elles sont plus âgées. Mais en fait, la différence, c'est à peu près ça. Donc, impossible de voir une différence réelle, en fait. Il y a un effet, c'est clair. C'est l'équivalent de entre 20 et 22 degrés de le litre d'eau pour votre douche. D'accord? Donc, c'est une taille d'effet de 0,2. Si on prend la taille d'effet de 0,8, c'est la différence entre des filles qui ont entre 14 et 18 ans. Là, vous allez voir la différence. Hein, tout de suite. Vous allez pouvoir les classer. Alors, il y en aura quelques-unes où vous allez vous tromper, parce que voilà, mais globalement, ce sera quand même une différence nette. Et en gros, cette taille d'effet de 0,8, par exemple, dans le domaine de la santé où les choses sont assez claires, c'est le lien entre le tabagisme et le cancer du poumon. D'accord? Alors, tous les gens qui fument n'ont pas forcément un cancer, heureusement, et tous ceux qui en concernent n'ont pas forcément fumé. Mais voilà, il y a quand même une taille d'effet qui est importante.
Et qu'est-ce qu'il en est au niveau de nos traitements? Le méthylphénidate, c'est une taille d'effet de 1, donc c'est énorme. Hein, c'est un des traitements qui a le plus une taille d'effet considérable, un des traitements psychiatriques qui a le plus de taille d'effet, pardon. Les psychothérapies, c'est beaucoup plus ambigu, hein, très discuté, parce que le contrôle est plus compliqué, 0,5 à 1, et encore, c'est souvent chez des personnes qui prennent un traitement en plus. Neurofeedback, chez l'adulte, on ne sait trop rien. Chez l'enfant, c'est éventuellement 0,5, donc des tailles d'effet moyennes. C'est pas très visible, mais ça fait un effet quand même. Les approches nutritionnelles sont quand même bien plus faibles. Et même si certaines études ont été positives, ça reste des tailles d'effet très faibles. Et donc, vraiment, j'insiste là-dessus, c'est en fait, le traitement est quand même celui qui va faire la différence. On n'est pas obligé de prendre un traitement, mais c'est important de savoir ce qu'on fait. Et si on veut une différence nette, le traitement médicamenteux est certainement là où il y aura une différence nette, à court et à long terme. Donc, les médicaments. Comment ça marche? Je vais aller très vite, je crois, parce que le médicament va modifier un équilibre au niveau des neurotransmetteurs. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros, ça va avoir un effet sur la dopamine, la noradrénaline. C'est pas à cause d'un déficit de noradrénaline ou de dopamine qu'on a un TDAH, c'est juste que le fait de faire cette modification-là va finalement fixer un peu notre attention, notre système, notre réseau Wi-Fi va être un peu plus stable. On va réussir à moins changer. Notre réseau, par défaut, au niveau cérébral, va être plus stable. C'est un peu ça, c'est comme ça que ça marche. Et ça marche finalement chez n'importe qui, mais chez quelqu'un chez qui c'est stable, pourquoi prendre un médicament? On va juste avoir les effets secondaires. Et notamment, si on prend un traitement pour le type méthylphénidate, qu'on n'a pas de trouble d'attention, on n'aura pas envie de dormir, on va être un peu nerveux et bon, on arrivera peut-être quand même à stabiliser son réseau. On peut pas se concentrer facilement, c'est un truc super chiant. Ouais, mais en fait, c'est pas dans la vie quotidienne. Normalement, si on arrive à se concentrer, on arrive à se concentrer. Mais donc, ça va modifier un peu le système pour revenir à un système normal. L'intérêt n'est pas de revenir à un système hyper normal. Hein. En gros, si on stimule, on va arriver à un état d'optimum, hein, on a une courbe en cloche comme ça, mais si on met trop de concentration, si on veut, ou trop de traitement, on arrive à un état où on est en état excessif et les performances rebaissent. Alors, on entend souvent, est-ce que c'est une amphétamine, le méthylphénidate? Alors déjà, sur un plan chimique, non, ce n'est pas une amphétamine. Ça n'a rien à voir sur le plan chimique. Ça a un effet qui est similaire. Mais c'est autant une amphétamine que la dopamine qui est la substance naturelle, agit de la même façon. Hein. Donc, c'est comme si on dit, bah voilà, je peux citer un exemple, hein, voilà, euh, on peut imaginer que, je sais pas, une hache, c'est en bois, ou enfin, l'exemple n'est pas terrible, mais voilà, une hache, c'est en bois, donc tout ce qui est en bois est dangereux. Non, c'est pas vrai. C'est pas parce que ça a une propriété similaire que c'est dangereux. Voilà. Donc, quels sont les effets secondaires? Et il y a des effets secondaires, évidemment, comme tout traitement efficace. Il y a des effets secondaires qui sont présents à court terme au début du traitement, bouche sèche, maux de tête. Ça coupe l'appétit, ce qui peut être un problème quand même chez les personnes, notamment chez les enfants, mais chez les adultes, c'est moins gênant. Ça peut augmenter un peu le rythme cardiaque parce qu'au niveau périphérique, l'effet qu'on recherche au niveau central va avoir un impact sur le cœur et sur l'accélération, l'augmentation de la tension artérielle. Ça peut rendre un peu irritable ou anxieux. Et parfois, chez certaines personnes peuvent avoir des ressentis particuliers, notamment de dépression. C'est assez rare, mais parfois, certaines personnes peuvent avoir ça. Ce n'est pas un calmant, c'est important de le savoir, ce n'est pas un traitement qui calme. Et évidemment, si la répartition du traitement n'est pas bonne sur la journée, on va avoir du mal à dormir parce que le traitement on ne peut pas dormir correctement si on est sous traitement. À long terme, ça c'est un point important parce que souvent les gens se posent la question, c'est est-ce qu'il faut que je prenne le traitement à long terme? Alors, on a beaucoup de recul, hein. C'est un traitement qui date d'il y a il est connu depuis plus de 60 ans, cette molécule, et donc on a quand même une longue expérience avec des effets favorables plutôt à long terme. C'est ça qu'il faut retenir, c'est pas que c'est dangereux à long terme. Alors sur le niveau neuropsychiatrique, on a plutôt un effet favorable. Sur des choses qu'on peut mesurer facilement, c'est par exemple le risque de suicide. On a un effet favorable, l'anxiété, la dépression, et ça c'est assez clair. Sur les addictions, on a soit peu d'effets ou des effets bénéfiques, qui sont probablement indirects, hein, c'est-à-dire que si on va mieux, on a moins de chances de prendre des drogues, c'est assez simple à comprendre, mais c'est pas direct, mais il n'y a pas d'augmentation du risque d'addiction, c'est clair. Et au niveau cardiovasculaire, cette augmentation de tension, on s'est posé la question, est-ce que ça peut être dangereux à long terme? Et ben non, il y a quand même beaucoup d'études maintenant qui montrent qu'il n'y a pas d'augmentation du risque. Alors,
apprendre ou utiliser un traitement, est-ce que c'est compliqué? Alors, c'est à la fois facile et pas facile, pour différentes raisons. Pourquoi c'est facile? Eh bien, c'est facile parce qu'on a une réponse fiable, une réponse qui est reproductible. Quand on prend le traitement, on a l'effet. Quand on ne prend pas le traitement, on n'a pas l'effet. Et on apprend très vite à savoir à quoi sert le traitement. C'est très on-off. Et en plus, on a un feedback immédiat. On prend le traitement, on a l'effet tout de suite. Contrairement à d'autres médicaments, il faut attendre un petit peu avant de pouvoir observer l'effet. Donc, on apprend facilement. Et donc, un point important, c'est que parfois, un premier essai d'un traitement ne marche pas. Il y a différentes formes de libération prolongée. Ça vaut le coup d'essayer plusieurs rounds. Et c'est un problème parfois pour certaines personnes avec un TDAH, de manquer de persévérance parce qu'on se lasse vite, on a vite peur. On dit, OK, c'est pas pour moi, on n'arrive pas à aller au bout, ou bien on oublie un rendez-vous et on laisse tomber. Donc voilà, ne pas hésiter à faire plusieurs essais si un premier essai n'est pas satisfaisant. Pourquoi c'est difficile? Parce que parfois, il n'y a pas juste le TDAH. C'est un point important à comprendre. Parce que parfois, c'est compliqué de continuer un traitement sur le long terme. Il y a des contraintes réglementaires, et donc ça, c'est toutes les règles qui existent par rapport au traitement par méthylphénidate. Et surtout, je vais insister là-dessus, c'est les représentations négatives qui existent, sociales, c'est du dopage, du DH, c'est une invention de la société, etc., etc. Représentation par les patients eux-mêmes. J'ai peur d'être dépendant, voilà, il y a l'internalisation des représentations sociales aussi, et parfois cette difficulté à observer ses propres difficultés ou observer cette capacité à avoir du mal à chercher son traitement. Et aussi beaucoup de réticence de la part des professionnels de santé qui ont encore, pour beaucoup d'entre eux, une représentation assez négative du TDAH et du traitement, encore plus. Voilà, donc je voulais encore, je regarde un peu le temps qui me reste, je vais m'arrêter bientôt pour qu'on ait la place pour répondre aux questions. Je voulais insister sur une chose, c'est que le traitement ne marchera pas sur tout. Il y a des symptômes sur lesquels le traitement va bien marcher. Et ces symptômes, c'est le trop-plein de pensée, la difficulté de concentration, la distractibilité. Ça, le traitement va être très, très, très efficace là-dessus. Il y a des symptômes sur lesquels le traitement ne va pas marcher ou peut marcher. Ça, alors, souvent, les symptômes sont liés à plein de causes mélangées, donc c'est difficile de les sélectionner directement, mais on peut se dire que certains symptômes, comme la procrastination, la gestion du temps, l'organisation, la régulation émotionnelle, et ben, ce type de symptômes sont souvent aussi déterminés par une forme d'habitude, d'apprentissage qu'on a eu, qui ne s'est pas fait correctement, notamment qu'on a eu un TDAH depuis toujours, parce qu'on n'a pas eu l'occasion de faire ces apprentissages, ou peu eu l'occasion. Et donc, ces symptômes-là, qui sont parfois des comportements qui sont un peu le traitement va avoir un effet parfois que limité. Alors, on mangeait ensemble avec les organisateurs et les conférenciers. On se disait le fait de trop parler, est-ce que le traitement marche dessus? On disait que la meilleure façon de traiter le fait de trop parler, c'était de manger un bon dessert. Ça marchait très bien, mais on s'est dit qu'il y avait quand même pas mal d'effets secondaires si on utilisait ce traitement trop souvent. Donc voilà, donc, j'ai promis de passer la blague. Euh, J'entends pas les rires de la salle, c'est un peu dur. Ah, voilà. Voilà, il y a d'autres conséquences. On les a évaluées ensemble. Mais beaucoup de plaisir, par contre. Quand le dessert est bon. Alors, j'avais d'autres questions sur les traitements, peut-être que je les réserve aux gens qui auraient vraiment des questions. Donc, je vais peut-être aller au bout de ma présentation. Je vais rappeler que voilà, le TDAH, il faut parler de retentissement. Le TDAH, c'est avant tout un profil, et avec, dans une certaine intensité de profil, un problème qui devient un trouble. Donc, il faut être au clair sur ce qui marche au niveau des traitements. Il y a des traitements qui marchent, et ça, c'est important de le savoir. Et j'ai surtout focalisé sur le traitement médicamenteux. Mais voilà, je ne mets pas de côté les autres traitements parce qu'il y a des symptômes sur lesquels les traitements ne marchent pas ou peu, et il est important de les prendre en compte. Alors, je vais faire un peu de pub pour une étude. Alors, ce n'est pas moi qui m'en occupe, je juste le relais. C'est des collègues parisiens qui s'intéressent à l'impact de la crise sanitaire pour les personnes adultes avec le TDAH. Alors, je me suis dit que c'est l'occasion, j'ai eu le petit flyer aujourd'hui, c'est l'occasion de le présenter. Donc, si vous scannez vite le QR code dans les deux secondes qui viennent, vous allez pouvoir participer. La personne sera très contente, celle qui organise ça, c'est avec l'Université de Paris-Nanterre. Voilà, c'est un petit questionnaire sur l'impact du confinement sur votre, et tout ce qu'on a suivi sur votre vie. Et on pourra vous faire repasser le QR code, ou sinon tout simplement ces vidéos sont enregistrées et vous allez pouvoir
les regarder plus tard. J'ai vu cette question qui a été posée. Donc, vous pourrez scanner le QR code à la fin de la présentation. Et je vous remercie pour votre attention et place aux questions. Alors, je vais déjà regarder ce qui a été noté et je vais y répondre. Alors, est-ce que j'essaie de voir les questions? Alors, combien de consultations faut-il pour poser un diagnostic de TDAH? Ça dépend de la durée de la consultation déjà. Si c'est une consultation d'un quart d'heure, il en faudra quand même pas mal. Et ça dépend aussi de pourquoi la personne vient. Si la personne vient, je dis j'ai mal, il va falloir quand même faire évaluer beaucoup de choses. Donc c'est une question, voilà, je ne peux pas répondre de façon simple. Je peux dire comment moi je procède. J'ai des gens qui viennent parce qu'ils pensent avoir un TDAH. Dans ce cas-là, j'ai déjà quand même mon focus qui est déjà orienté. Je fais une consultation qui dure au moins 1 heure et demie et j'évalue les choses. Et au bout de la consultation, j'ai quand même une idée assez claire sur le fait est-ce qu'il y a un TDAH ou pas. Donc là, je peux dire en une consultation, mais si je vous dis en une consultation, ça serait une grosse connerie pour quelqu'un qui, par exemple, voilà, fait des consultations d'une demi-heure de façon comme ça pour tout venant. Donc, il faut prendre le temps, quand même, 1 heure et demie, on a le temps de parler. Hein. Donc, et souvent, je demande des éléments préalables et donc j'ai déjà des éléments avant de voir la personne. Donc, ça dépend. Ça dépend de comment les choses sont organisées, ça dépend pourquoi vous allez consulter. Je ne peux pas répondre plus précisément. Autisme, haut potentiel et TDAH peuvent-ils être liés? Alors, c'est vrai que l'autisme, j'en ai très peu parlé, mais tout à fait, c'est complètement lié. Alors, on retrouve notamment, alors, dans le sens, quelle est la prévalence du TDAH chez les autistes? C'est assez élevé, hein, et plus on regarde de près, plus on a des chiffres élevés. Et alors les études plus récentes vont jusqu'à 50%, certaines. Alors après, c'est toujours la question de comment on a posé le diagnostic. Est-ce que c'est juste des symptômes? Est-ce que c'est vraiment l'évaluation vie entière? Comme on n'a pas de test qui nous permettent de dire oui ou non, c'est difficile d'être vraiment formel, mais on peut penser qu'il y a un tiers des personnes avec autisme qui ont un TDAH. L'inverse, c'est peut-être c'est pas le même chiffre. Hein. Est-ce combien de pourcents des personnes avec TDAH ont un autisme? C'est beaucoup plus faible. Néanmoins, on a plus de chances que la moyenne des gens. Donc, le fait d'avoir un TDAH augmente le risque d'avoir un autisme. Et souvent, il ne faut pas oublier que le fait d'avoir un TDAH fait qu'on peut avoir des comportements qui peuvent ressembler à certains traits qu'on trouve dans l'autisme. Je pense notamment aux difficultés à comprendre les intentions des autres. Et plus on a une difficulté, plus on cumule de retard. La difficulté avec la sensibilité sensorielle, les particularités sensorielles, c'est quelque chose qui est assez similaire. C'est pas forcément la même chose, mais ça peut être parfois un peu difficile à distinguer les choses. La maladresse sociale peut aussi aller avec. Et donc, au potentiel, j'en ai déjà touché un mot. Est-ce que c'est voilà, c'est une caractéristique qui est pas plus souvent associée au TDAH, mais on voit plus fréquemment de gens TDAH avec haut potentiel parce que, d'une part, les gens ont plus tendance à consulter parce qu'ils ont deux problèmes, enfin deux difficultés, ou enfin, on a, ils ont un bon potentiel, ils n'y arrivent pas, alors que quelqu'un qui n'aurait pas de haut potentiel aura moins tendance à se poser des questions. Et par ailleurs, le haut potentiel est facilement identifié. Si on va avoir quelqu'un qui fait un QI, donc on aura un potentiel, on dira mon haut potentiel est associé au TDAH. Non, vous avez un TDAH. Si vous n'aviez pas de TDAH, vous ne serez peut-être jamais allé faire un test de QI parce que vous auriez jamais eu besoin d'un test de QI parce que ça va bien et voilà, c'est facile pour vous et tant mieux. Voilà. Est-ce que la procrastination, alors je prends les questions dans l'ordre, c'est possible. Il y a 2 trucs de questions, il y a les QR et les conversés. Alors moi, je vais vous demander si vous voulez bien plutôt vous centrer sur un des deux. Alors, de façon arbitraire, je vais dire mettez sur converser, je préfère, comme ça j'ai qu'un seul truc à regarder, sinon je vais me perdre. Donc, mais je vais essayer de prendre les autres questions aussi, dans QR. Mon fils prend du Concerta depuis l'âge de 12 ans, il a maintenant 18 ans. C'est très efficace. Devra-t-il toujours prendre son traitement? Alors déjà, à 18 ans, je pense que c'est vraiment le meilleur moment de ne pas arrêter. Parce qu'à 18 ans, enfin, je le souhaite pour votre fils, et il va continuer des études, ou il va en tout cas faire encore un grand saut vers des choses très intéressantes. Donc, ce n'est pas le moment d'arrêter s'il a 18 ans, probablement. Si le traitement est efficace et qu'il change vraiment la donne. Il vaudra mieux discuter de ça un peu plus tard, une fois que les choses seront plus stables, parce qu'à 18 ans, en général, on a plein de projets, des études,
des changements. Donc, ça vaut le coup plutôt de l'interrompre un peu plus tard si on veut l'interrompre. Mais après, c'est pas un problème, hein. C'est utile de répondre à la question de façon plus précise, juste avec ces éléments. Mais s'il y a une bonne réponse, une bonne tolérance et que la personne est aidée, bah, il n'y a pas de raison de l'arrêter. Et après, ça vaut le coup de regarder euh, si c'est toujours nécessaire, parce que parfois, on arrive à apprendre des compétences, des stratégies qui permettent de faire en sorte que le traitement est moins nécessaire, ou parce qu'on n'a plus envie, ou pour plein de raisons. Eh ben, dans ce cas-là, on peut essayer, mais je ne pense pas que c'est à 18 ans qu'il faut le faire, c'est pareil. Alors, est-ce que le traitement ne marche pas quand on a un TSA? C'est une question assez discutée. Les dernières études montrent que ça marche tout aussi bien. Le problème, c'est que le diagnostic est souvent plus compliqué à faire et parfois on peut faire des faux diagnostics de TDAH et donc du coup, le traitement ne marchera pas très bien. Ou bien le fait d'avoir si on attend une efficacité du traitement sur quelque chose où le traitement ne va pas être efficace, c'est-à-dire que le traitement va avoir un effet assez simple, hein, ça va stabiliser la tension, ben si on ne va pas y arriver. D'accord? Donc, on va pas arriver à faire autre chose. Donc, le, le, c'est uniquement sur ces symptômes de TDAH que le traitement va être efficace. Donc, si on attend une amélioration globale, ça peut être plus compliqué. Si on est vraiment handicapé, par exemple, par ses capacités relationnelles dans le cadre d'un TSA. Est-ce que euh, si on a un diagnostic de TDAH, peut-on prendre du méthylphénidate si on a un terrain anxio-dépressif ou des troubles bipolaires? Oui, on peut tout à fait le faire à condition d'avoir une prise en charge spécifique pour ces autres troubles parce que le méthylphénidate peut aggraver ces troubles, notamment le trouble bipolaire, oui, ça peut déclencher une instabilité de l'humeur. L'anxiété aussi, ça peut aussi augmenter l'anxiété, bien que ça peut aussi la diminuer si on arrive à se sentir plus efficace dans ce qu'on fait, donc l'anxiété diminuera. Et du coup, on peut tout à fait envisager de prendre les traitements, mais il faut associer un traitement spécifique, notamment dans le cas d'un trouble bipolaire, un traitement stabilisateur de l'humeur euh, pour, euh, pour éviter une rechute. Mais on sait maintenant que si c'est associé à un stabilisateur de l'humeur, il n'y a pas de problème. On peut associer un traitement par méthylphénidate sans risque. Est-ce que le médicament permet de mettre le cerveau en pause? Non, il ne sera pas en pause, il va continuer à penser, mais à un rythme à peu près normal. Et ça sera peut-être plus agréable où on aura moins à suivre les pensées. Donc, ce ne sera pas en pause, ça sera voilà, des pensées comme plein de choses. Parfois, il faut apprendre aussi à accepter qu'on a plein de pensées dans sa tête et que ce n'est pas grave et qu'on est obligé de les suivre. Donc, ça ne mettra pas le cerveau vraiment en pause, mais ça permettra en tout cas de mieux gérer le flux des pensées. Euh, tac, tac, tac. Est-ce que le traitement doit être pris à vie? Pas forcément, on peut faire des coupures, on peut interrompre le traitement, ça dépend vraiment à quel moment, enfin, quels sont les besoins. On a souvent des personnes qui viennent consulter quand elles sont dans des situations critiques, des situations de crise, voilà, elles accumulent des difficultés, c'est un peu l'effet cercle vicieux. On commence le traitement, il faut que les choses se reconstruisent, et après, une fois qu'on a retrouvé une nouvelle équilibre, on peut envisager de prendre le traitement, donc on peut tout à fait envisager des coupures, ou bien une dose plus flexible dans le temps, c'est quelque chose qui est fréquemment fait. Voilà, vos délais sont tellement longs, je suis désolé, mais c'est l'occasion de faire du lobbying auprès des autorités pour que ça soit mieux reconnu, et c'est ce qui se passe aujourd'hui, je crois. Euh, les délais, effectivement, c'est lié au fait que c'est quelque chose qui n'est pas encore très connu. Il y a aussi, je pense, une augmentation des demandes qui est assez exponentielle. Il y a D'un côté, on fait un travail de formation des médecins, on fait un travail de sensibilisation, on forme des jeunes collègues qui s'y intéressent, de plus en plus de collègues s'y intéressent. La situation est bien mieux aujourd'hui qu'il y a quelques années, hein, si on y réfléchit, mais c'est vrai qu'il y a énormément de travail à faire. Et donc, voilà, donc je pense que l'avenir sera aussi dans le fait que ce soit un trouble qui est mieux connu et qu'il n'y ait pas besoin d'aller dans les centres universitaires pour avoir un diagnostic ou une prise en charge. Euh, Voilà, alors un autre témoignage, hein, donc j'ai cherché pendant longtemps le bon traitement avec ma psychiatre. Voilà, ça vaut le coup effectivement de chercher parfois. Ça vaut le coup d'essayer différents traitements, de prendre en charge les différents troubles associés. Et voilà, il est important de ne pas lâcher avant de ne pas avoir fait le tour. Ça, je fais que je souscris complètement à ce point de vue. Il faut parfois attendre. Parfois, il y a certaines circonstances, par exemple, quand on a un état dépressif qui est encore pas complètement en rémission, le traitement peut moins bien marcher, en tout cas parce que voilà, le cerveau n'est pas encore en état de marche parfait. Et donc, du coup, ça vaut le coup de persévérer, soit parce qu'il faut attendre que l'autre trouble s'améliore, soit parce qu'il faut trouver le bon traitement. Parfois, il y a une différence entre ces différents traitements. Ou bien parfois, il faut associer différentes stratégies.
Est-ce qu'il faut donc les pauses, j'ai dit oui, on peut faire des pauses, notamment pendant les congés, c'est possible. La pharmacologie du traitement permet d'arrêter brutalement le traitement. Il n'y a pas de tolérance, on peut l'arrêter brutalement, il faut s'attendre à une réaugmentation des symptômes, mais ce n'est pas un problème, il n'y a pas de danger. On peut l'arrêter du jour au lendemain sans souci, donc on peut tout à fait faire des pauses. Après, faire une pause, ça veut dire on se expose à plein de symptômes qui peuvent être problématiques, pas que dans le travail ou dans la scolarité, ça peut être problématique dans la vie quotidienne avec ses enfants, avec sa famille, et ça, c'est pas à négliger non plus. Et donc, et aussi, renseignez-vous auprès de votre famille si le fait quand vous arrêtez votre traitement, peut-être vous en souffrez pas, mais peut-être votre famille en souffre, et ça vaut le coup aussi de se poser la question, est-ce qu'il faut que je prenne le traitement aussi, parce que ma famille va mieux si moi je me traite. C'est quelque chose qu'il faut se demander aussi. Euh, mais on peut tout à fait faire des pauses. Et après, quand on reprend le traitement, on a la même efficacité. Parfois, on a quelques effets secondaires qui sont présents au début, comme les céphalées, qui peuvent revenir dès qu'on recommence le traitement. Donc ça peut être un peu un problème. Et on peut avoir l'impression d'avoir toujours l'effet secondaire de céphalée. Mais en fait, il est juste là parce que lundi, mardi, mercredi, on a mal à la tête et après, ça disparaît. Et sauf qu'on arrête le traitement le samedi et du coup, on a à nouveau mal à la tête plus de la moitié du temps. Donc ça, c'est un point qu'il faut parfois revoir. Est-ce que la procrastination et le fait de chercher à fonctionner sous pression ou stress est un symptôme du TDAH? Oui, le stress est une autothérapeutique du TDAH. L'adrénaline agit sur le même récepteur que le méthylphénidate, en gros. En gros, c'est noradrénergique. Hein, enfin, l'adrénaline au sens générique du terme. Hein, c'est pas vraiment, c'est plutôt les mécanismes du stress. Donc, le fait d'être en stress augmente notre c'est pas le méthylphénidate interne, pas, on produit pas de méthylphénidate, mais c'est comme si on prenait un peu de méthylphénidate. Donc c'est pour ça que le stress marche pour focaliser l'attention. C'est pour ça qu'on a cette variabilité de l'attention. Hein. C'est pour qu'elle soit aussi plus mobilisable dans des situations de stress. Ça a été créé comme ça, l'évolution naturelle l'a sélectionné comme ça, sauf que ça a été un peu sursélectionné chez certaines personnes, et du coup, il y a une instabilité trop importante. Peut-être parce que notre mode de vie a changé. Hein. Je pense que du temps des chasseurs-cueilleurs, on n'était certainement pas très gêné par le fait d'avoir un TDAH, ou beaucoup moins. Ou en tout cas, c'était peut-être même un avantage, il est même possible. Hein. Sauf qu'on ne vit plus dans un monde de chasseurs-cueilleurs. Mais de la même façon qu'on était chasseurs-cueilleurs, avoir une dyslexie, on s'en foutait complètement. Aujourd'hui, avoir une dyslexie, c'est un handicap considérable. Voilà, je réponds un peu à la question. J'ai oublié de lire. Existe-t-il des sortes de soins type internat pour adolescents en difficulté car diagnostiqués très tard? Alors, il n'y a pas de centre de soins spécifique à ma connaissance. Alors, c'est un peu le problème des prises en charge médico-sociales sont souvent non diagnostiques, enfin, sont pas forcément spécifiques à un diagnostic. On peut retrouver parfois, il peut y avoir un peu de hasard en fonction de là où on tombe. Est-ce qu'on est le centre où on va arriver? Est-ce qu'il y aura une prise en charge spécifique TDAH? Après, ce qu'il faut comprendre, c'est que pour un TDAH, il ne faut pas forcément quelqu'un qui il ne faut pas forcément un centre spécifique pour le TDAH, il faut peut-être un centre qui est capable de s'ajuster, flexible, d'apporter ce qu'on appelle une pédagogie différenciée ou quelque chose de. Je pense que je pense qu'il y a des enseignants qui connaissent rien en TDAH qui sont d'excellents enseignants pour personnes TDAH. Mais ça arrive. Mais parfois, c'est plus facile de savoir ce que c'est que le TDAH pour être un bon enseignant pour une jeune personne avec TDAH. Donc, je veux dire par là, c'est important d'avoir une structure qui s'adapte et qui apporte les choses nécessaires. Donc, je ne peux pas répondre spécifiquement, mais ce qui est important, c'est de travailler. Parce que quand il y a un refus, le refus sera aussi de la prise en charge chez les adolescents. C'est souvent un gros problème, c'est que les adolescents, euh, quand les choses deviennent difficiles pour plein de raisons, ben, il y a un refus et le TDAH et les traitements notamment sont refusés en bloc. Et donc, du coup, on peut on peut se dire, OK, c'est le TDAH qui pose problème, mais plus on va en parler, plus on va aggraver les choses. Donc, il faut essayer d'imaginer de prendre les choses de façon un peu plus large et peut-être pas trop se focaliser sur le TDAH si il y a un problème d'opposition et apprendre à gérer l'opposition. Et ça, c'est pas les médicaments qui vont le faire. Apprendre à gérer ces conflits, apprendre à réagir de façon efficace. Ça, c'est des approches plus enfin, éducatives. Et ça peut s'apprendre. Hein. Il y a des groupes qui se spécialisent par rapport à ça. Toutes les approches centrées sur je sais pas, quelques idées, mais sur la communication non violente ou bien enfin, c'est des idées d'être flexible et d'être capable d'agir de façon efficace dans les situations de crise et de faire des demandes de façon efficace. Voilà. Donc, c'est plutôt une approche dédiée aux parents. Alors, quelles sont les réserves que les médecins imposaient au traitement avance? Vous savez, les réserves qu'on peut avoir ne sont pas forcément basées sur des faits.
il y a tout un problème de polarisation autour du traitement pour le TDAH, hein. Il y a des pour et des contre et on va vite dans des oppositions. Donc, il y a la question de la représentation du traitement. Donc, qui est le premier obstacle. Il y a des fausses représentations et c'est important de les combattre. Donc, le traitement, non, n'est pas une drogue, n'est pas une façon de se doper pour être plus efficace parce qu'on n'a pas envie de faire d'efforts. Non, ce n'est pas ça. Euh, le traitement n'est pas quelque chose qui va augmenter le risque d'être addict plus tard. Le traitement ne va pas avoir, ne va pas faire les choses à votre place, il ne va pas vous régler vos problèmes, il va juste vous aider à être un peu plus efficace dans la gestion du quotidien. Et c'est pas une solution de facilité, non. C'est vraiment une solution, mais pas de facilité. Voilà, c'est une question de représentation. Donc pour le TSA, pourquoi il marche moins bien? Il marche pas toujours moins bien, hein. Si on regarde vraiment de façon très fine, si on regarde s'il y a à TDAH équivalent, le traitement marche aussi bien chez le TSA que chez les gens sans TSA. Et c'est plutôt quand il y a d'autres problèmes et ou bien qu'on attend un effet du traitement pour d'autres problèmes qui ne sont pas vraiment liés au TDAH que ça marche moins bien. Le fait d'avoir un TSA plus un TDAH fait qu'on a souvent plus de comorbidités aussi, dépression, problème d'estime de soi, euh, et parce qu'on a deux problèmes et forcément c'est plus compliqué. Et donc du coup, on peut avoir l'impression que les traitements marchent moins bien. Mentir fait-il partie du TDAH? Alors qu'est-ce que c'est que mentir? Il y a deux raisons de mentir, soit parce qu'on n'a aucune envie on s'en fout des autres et qu'on a on a peu de comportements prosociaux, on n'a pas intégré les règles morales, et ça c'est pas spécialement lié au TDAH. On a plutôt l'autre façon de mentir, c'est mentir parce qu'on a honte, hein, et ça c'est important d'identifier que ce deuxième mécanisme de mensonge, qui n'est pas un mécanisme antisocial si on veut, au sens large, hein, mais c'est parce qu'on a honte et qu'on n'arrive pas à avouer quelque chose, et ça c'est plus fréquent chez le TDAH parce que le TDAH a souvent, la personne avec un TDAH on lui a dit que si elle n'arrivait pas, c'était de sa faute. Et donc, du coup, si c'est de ma faute, c'est que j'ai honte. Et donc, si j'ai honte, je ne peux pas avouer. Et donc, du coup, je vais mentir. Ça, c'est le deuxième mécanisme du mensonge euh, qui peut exister. Donc, c'est important de l'identifier, hein, et de dire, OK, je comprends que tu euh, valider les émotions, reconnaître que c'est peut-être la honte qui fait que, ou la culpabilité qui fait que la personne a été obligée de mentir, qu'elle était tellement en détresse qu'elle n'a pas pu trouver d'autre solution. Et donc, voilà. Je réponds un peu à la question oui et non, hein, ça dépend du mécanisme du mensonge. Est-ce que c'est trop tard si on rentre à 18 ans en bac pro? Non, c'est pas trop tard. Si on a derrière nous beaucoup de difficultés, c'est sûr que c'est des difficultés qu'on ne rattrape pas comme ça, juste avec une prise en charge, mais il n'est pas trop tard parce que si on laisse les choses s'empirer, elles vont s'empirer. Oui, on en a parlé. Euh, quand les parents ne sont pas d'accord sur le traitement, euh, ça, c'est une question où je pourrais difficilement répondre, hein, mais je pense que là, ça vaut le coup de clarifier les, ça vaut le coup de clarifier les choses. Je suis contre, mais pourquoi je suis contre? Qu'est-ce qui me fait peur? Souvent, souvent, quand il y a une opposition entre deux personnes, c'est qu'elles ne se sont pas assez écoutées. Et peut-être que les peurs n'ont pas été explicitées, ou les inquiétudes, ou les besoins des personnes. Et souvent, quand on a un débat polarisé, euh, eh ben, il faut arrêter d'avancer ses arguments, au moins dans un premier temps, accepter qu'il y aura peut-être un désaccord, mais essayer de comprendre les arguments de l'autre. Et souvent, on arrive à cerner les choses et peut-être on perçoit les solutions comme ça. Je serais incapable de trouver une solution dans ce genre de situation, mais c'est peut-être la stratégie qu'il faut avoir. Commencer par écouter les arguments de l'autre, même si on se rend compte qu'il y a vraiment un raisonnement qui est peut-être biaisé, sévèrement biaisé, mais ou bien avec une forme d'obstination. Mais ça vaut le coup d'essayer de voir qu'est-ce qui se passe, parce que c'est comme ça qu'on arrive à être plus souple et à trouver la solution. Peu de psychiatres connaissent le TDAH. Comment trouver le bon psychiatre? Demandez, est-ce que vous connaissez le TDAH? Il faut essayer. Alors, il y a une espèce c'est un peu le même problème que dans le trouble du spectre autistique, il y a une espèce de croyance qu'il faut un expert du TDAH pour poser un diagnostic de TDAH. Alors, c'est bien d'avoir une expertise, mais dans certains cas, c'est pas si compliqué, hein, c'est pas plus compliqué à diagnostiquer qu'une dépression ou un trouble bipolaire. Ça devrait rentrer dans les cordes de tout psychiatre. Il y a une espèce de confusion avec le fait que le traitement doit être prescrit par un médecin hospitalier d'abord, mais
C'est pas parce qu'on travaille à l'hôpital qu'on est plus intelligent ou plus subtil que les autres médecins. Donc c'est absolument faux. Il faut juste avoir rencontré les patients, prendre le temps de les écouter, se renseigner un peu sur le sujet et on apprend très vite. Moi, j'ai tout appris auprès des patients. J'ai pas eu beaucoup de personnes qui m'ont appris ce que c'est que le TDAH chez l'adulte. On rencontre des gens, on se dit: «OK, c'est bizarre, ça ressemble pas à ce que je connais ou ce qu'on m'a appris dans les livres». On s'intéresse, on lit les articles et hop, on avance et c'est comme ça que ça se passe. Donc on essaie d'accélérer le mouvement en formant les jeunes médecins, en tout cas dans certaines régions et je peux vous assurer que les choses bougent très vite. Mais bon, évidemment, la problématique de la santé mentale est assez aiguë actuellement. Donc, un psychiatre, un bon psychiatre, c'est pas facile, même quand on a n'importe quel problème de santé mentale. Donc, malheureusement, le TDAH paye aussi ce prix-là. Donc voilà, je vous invite à vraiment à vous appuyer sur les associations. C'est aussi ces relais-là qui sont les plus efficaces pour, à la fois pour faire bouger les choses, bouger les lignes, changer les représentations et guider dans les choix des médecins. Est-ce que le corps enseignant est sensibilisé? Oui, de plus en plus, hein, donc ça c'est quand même quelque chose qui change, mais c'est toujours insuffisant. Mais de plus en plus, les choses changent. La formation des enseignants est quand même un peu pas dans le bon sens. Mais voilà, évidemment, quand on est avec un enfant scolarisé, ben, il est là à l'école et on ne va pas attendre que les choses s'améliorent encore mieux. Donc, il faut pas, il faut pas baisser les bras, il faut expliquer. Et maintenant, enfin, ce genre de journée montre voilà, qu'il y a un intérêt, il y a de plus en plus de formations, de plus en plus de choses. Si on parle tranquillement, sans se braquer, on arrive à passer des messages et ces petites graines qu'on plante sont des graines pour d'autres, ou bien même pour soi-même, il faut parfois un peu laisser le temps et simplement expliquer, donner la doc, montrer des livres. Et il y a quand même beaucoup de ressources qui existent aujourd'hui. Euh, le traitement après 17 ans, ça été dit. Qui peut se poser un diagnostic, c'est un psychiatre quand même. Alors, il y a des médecins qui peuvent bien connaître le sujet, qui peuvent être, mais il faut bien chercher les choses associées. Donc, parfois, bon, il y a des neurologues qui s'y intéressent, hein, qui ont établi une certaine expertise. Mais, enfin, dans la région de Strasbourg, j'en connais quelques-uns qui les sentent. Et voilà, ils aiment bien qu'un psychiatre donne son avis, notamment quand il y a des problèmes d'anxiété associés. Parfois, les choses sont très simples. Juste un TDAH seul, ça n'a pas forcément besoin, mais voilà, c'est quand même a priori un diagnostic posé par un psychiatre. Voilà, pour les adolescents, j'en ai déjà parlé. Euh, alors, il faut que j'accélère parce que exercice de pleine conscience. Exercice de pleine conscience, oui, la pleine conscience peut être un outil utile, hein, c'est à condition de l'adapter. La pleine conscience, c'est pas forcément être en train de faire le bonze zen. La pleine conscience, ça se fait par exemple aussi en marchant, en buvant un verre d'eau, en observant ses ressentis intérieurs et en apprenant à faire des pauses comme ça, j'arrête et je regarde ce qui se passe. On peut aussi apprendre, même quand on a un TDAH, à faire de la méditation. On peut avoir un bouquin pour ça, même, des enregistrements qui existent. Et vraiment, j'encourage à utiliser cette approche qui n'est pas un truc magique. C'est pas magique, ça guérit pas du TDAH, mais ça permet d'une part de mieux observer comment on fonctionne, ça permet de mieux observer où est son attention, apprendre à être moins dans le jugement, moins dans la critique de soi, apprendre à recentrer les choses tranquillement, apprendre à accepter aussi ses propres difficultés, c'est ce qu'on est capable de faire ou de ne pas faire. Donc l'esprit de la pleine conscience est quelque chose de certainement utile et ça aide aussi probablement pour les ruminations, l'anxiété. Est-ce que le fait d'avoir fait des tests de Weiss, d'IVA réduit les délais diagnostiques? Non, ça ne réduira pas les diagnostics qui est malheureusement très long parce que voilà, ça ne va pas nous aider beaucoup. Ça vaut le coup d'apporter toutes les informations, de faire un. Alors, moi, dans ma consultation, je fais remplir un questionnaire avant avec des questions sur pourquoi les gens viennent. J'essaie de leur dire, j'essaie de dire aux gens aussi, si vous voulez juste avoir des réponses sur comment vous fonctionnez, n'emboutillez pas les consultations. Si vous voulez pas changer quelque chose à votre vie, c'est pas la peine. Si vous allez bien, vous n'allez pas voir un psychiatre. Mais si vous souffrez d'une façon ou d'une autre, oui, ça vaut le coup alors. Mais si tout va bien, non. J'ai parfois eu des gens qui venaient juste, j'ai envie de savoir comme ça par curiosité. Je pense que c'est pas nécessaire. Si vous êtes curieux, allez lisez des livres et allez regarder des films ou je sais pas, rendez-vous utile. Vous pouvez avoir l'impression d'avoir un TDAH ou des traits de TDAH, très bien. Et dites-vous, j'ai des traits de TDAH, c'est probable, voilà, je vis très bien avec, c'est super. Ok, c'est super, c'est pas forcément un trouble. Donc, il n'y a pas forcément. C'est un message que je voudrais aussi faire passer. Hein, c'est pas, il n'y a pas besoin d'avoir un tampon. Si on va bien, on n'a pas besoin de tampon. Euh, ok.
J'essaie de comprendre les questions. Il y a des questions que je ne suis pas sûr d'avoir compris. Si j'y réponds pas, peut-être poser-la de façon plus claire. Les aménagements, alors je vais peut-être pas m'étendre là-dessus parce que le temps, enfin, j'ai dépassé le temps, on va devoir s'arrêter. Hem, le traitement peut-il être pris par les enfants? Bien sûr, le traitement peut être pris par les enfants à partir de 6 ans. Alors le psy m'a parlé de l'efficacité du alors chez les enfants, on commence d'habitude par d'autres approches de compensation mais si ça suffit pas, le traitement devient indiqué, mais ça, c'est à voir avec un pédopsychiatre ou un neuropédiatre. L'efficacité du safran, alors, là, c'est pareil, il n'y a pas de grand chose comme étude et la taille d'effet est vraiment très minime, donc je ne recommande pas le safran. Heu, pourquoi les pères sont plus dans le déni des troubles? Ben, on les a peut-être assigné un rôle peut-être, je ne sais pas, c'est, vaste sujet, moi j'entends dans la salle, mais les pères alors c'est vrai que les mères s'inquiètent plus, alors, les pères sont pas forcément plus dans le déni, mais ils ont peut-être bah, parfois les pères, ils ont fonctionné comme ça, ils sont contents de là où ils sont, ils ont envie ils se disent que leur enfant arrivera comme eux. Parfois, heu, parfois voilà, ça dépend ce qu'on voit comme problème, hein c'est j'aurais du mal à faire une règle générale, hein, mais parlez-en avec votre conjoint. Hem, désolé de répondre de façon lapidaire, mais il faut que j'avance. Hem, bien accompagner un enfant TDAH, garantit-il l'atténuation ou la disparition des symptômes plus tard? Ça va pas changer forcément les symptômes du TDAH stricto sensu, mais ça va changer tellement pour son estime de soi et sa capacité à avoir confiance dans le fait de pouvoir avancer, de faire des projets. Donc, oui, 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 il faut bien accompagner un enfant TDAH, même si peut-être qu'il aura toujours des symptômes TDAH, mais vous allez l'avoir bien accompagné tôt va changer radicalement son estime de lui, et éviter plein de comorbidités. Donc ça vaut vraiment le coup. Même s'il devra peut-être prendre un traitement toute sa vie parce qu'il a un TDAH sévère, hein, c'est pas exclu, mais, il aura gagné plein de choses. Le TDAH justifie-t-il de l'agressivité? Il justifie rien, c'est juste une explication, hein, parce que voilà, c'est pas, c'est une explication et c'est pas forcément voilà, je sais pas, j'aime bien cette petite phrase qui dit, enfin, c'est vrai pour plein de choses, mais les personnes avec TDAH ont des difficultés, elles font du mieux qu'elles peuvent, hein. Si elles font comme ça, c'est qu'elles ne peuvent pas faire mieux jusqu'à présent. Et même si elles ne sont pas responsables de ce qui leur arrive, elles sont quand même responsables de faire mieux que ce qu'elles font, hein. Voilà, c'est à la fois la responsabilité de la non-responsabilité de ce qui nous arrive, c'est comme ça, on n'a pas choisi, hein. Si on a un TDAH, c'est plus compliqué que pour d'autres personnes, mais on est quand même responsable d'améliorer les choses. Voilà. Si je peux répondre un peu à la question, donc on pourrait en parler 3 heures. Hop, hop, hop. Pourquoi c'est commencé à l'hôpital, la prescription? Bah, c'est comme ça, c'est la règle, c'est la réglementation des stupéfiants. Il y a des discussions sur le fait que ça puisse changer, parce que ça n'a pas beaucoup de sens en vrai. Et sans plus en bouteille, une supplémentation, ça voilà. Une commerce, non, je vous rassure, à l'hôpital, la plupart des médecins qui font ça dans le cadre du service public, les consultations qui sont soit gratuites, soit remboursées à 100 complètement, enfin en secteur 1. Donc je vous rassure, il n'y a pas de commerce et moi-même, je vois beaucoup de personnes TDAH et je travaille uniquement dans le service public avec un salaire, payé par vos impôts. Hem, quel jeu? Ça je peux pas répondre. Le méthylphénidate, c'est pas que seulement un diagnostic différentiel, c'est aussi il faut qu'il y ait un médecin spécialiste qui fasse le diagnostic et qui commence le traitement. Une fois le traitement, sous quel délai le dosage doit-il être évalué? Alors, je me donne 3 minutes pour des questions encore et je vais aller à fond. 39 messages. Alors, je suis désolé, je ne vais pas pouvoir répondre à tout. Je, je- euh, on va évaluer. En fait, on a un effet. Il faut trouver la bonne dose. Et c'est dans les premières semaines qu'on regarde déjà quelle est la réponse avec les premières doses. On fait des paliers on fait des paliers de doses toutes les semaines. Et on regarde quand la dose est suffisante. Alors, parfois, on augmente encore, on ajuste en termes de durée dans la journée. Donc, euh, souvent, quand je commence un traitement, je demande au moins un feedback dans les 15 premiers jours, parce que je commence doucement, mais dites-moi, envoyez-moi un petit message dans 15 jours pour me dire comment ça se passe et éventuellement on se revoit plus vite. Mais sinon, on regarde au moins tous les 15 jours au début, enfin, on peut le faire plus fréquemment aussi. Et voilà, quand on a l'habitude, on sait à peu près comment les choses vont se passer. Mais on évalue vraiment le traitement la dose rapidement. Au début, on ne met pas la bonne dose tout de suite. On fait on appelle une titration. Voilà. Est-ce que c'est héréditaire?
Oui, alors il y a une part génétique, c'est pas parce que c'est génétique que c'est complètement lié au gène. Il y a une part qui est évidemment, transmise, hein, donc on retrouve une agrégation familiale importante, mais l'environnement a aussi un impact, considérable, ce qu'on appelle une interaction gène-environnement. Alors il y a oui, non, c'est pas la question, c'est ni oui ni non, c'est les 2. C'est effectivement, il y a une part génétique qui est importante, très importante, mais le fait d'être dans un environnement spécifique fait que le trouble devient un symptôme, un syndrome. L'association des symptômes devient un trouble. Pardon, je suis fatigué là, vous voyez, il faut que j'arrête. Ensuite, est-ce qu'on peut mettre des antidépresseurs en plus, alors, non, mon fils de 16 ans est traité pour dépression par antidépresseur. Est-ce que ça vaut la peine de mettre en plus de traiter son TDAH? Oui, c'est une dépression, heu, il faut traiter le TDAH si le TDAH est significatif et qu'il pose problème. La dépression peut même peut-être venir du fait d'avoir un TDAH, qui entraîne certaines conséquences. Difficile de répondre plus précisément avec ces éléments, mais ça effectivement hem, ça, ça vaut le coup de traiter le TDAH et ça peut s'associer les 2 types de traitements antidépresseurs et méthylphénidate. La dépression, chez l'adolescent répond assez pas toujours très bien aux antidépresseurs. Il est important d'avoir un suivi, associé psychothérapique, hein. Je rappelle ça, même si c'est pas le sujet de la conférence. Référence d'études récentes, pour les effets rassurants du traitement. Alors, il y en a plein, hein, enfin des études, des grosses études de cohorte qui ont suivi des milliers de patients, voire même sur la, hem, sur la survenue d'effets secondaires ou de mortalité ou d'accidents cardiovasculaires, et il y a toute une série, je voilà, je l'ai enfin, je crois pas vous les donner comme ça, sous la main, mais des études récentes qui confirment ces données. Est-ce que les enfants des écoles alternatives sont-elles meilleures? Il y a souvent dans une caractéristique des écoles alternatives, c'est qu'il y a plus de souplesse et de et un intérêt, une attention plus portée sur le fait que les choses soient stimulantes, sur un je ne dis pas que c'est meilleur, hein, je dis juste qu'il y a souvent, il y a c'est plus TDAH friendly. Après, est-ce qu'une école alternative va être meilleure? Je ne suis pas sûr, hein, ça dépend de plein de facteurs. Manque de confiance, est-ce que ça peut être dû à ces crises? Je ne suis pas sûr de comprendre, mais effectivement, le fait d'être rabroué, puni trop fréquemment, ben, ça altère la confiance. Donc, vous parlez d'un enfant, probablement, il est important d'apprendre à gérer les crises, d'apprendre à gérer les conflits, apprendre à le gérer de façon efficace, apprendre à aider l'enfant à mieux gérer ses crises. Donc, c'est important. Il y a des approches spécifiques de type groupe Barclay, bien d'autres choses qui s'appellent, je sais pas, Incredibles Years, des programmes qui existent, qui sont proposés à la fois en libéral ou dans les CMP ou dans les services de pédopsie. Voilà, il y a différentes choses qui existent, avant de vous abonner. Mais vraiment, renseignez-vous, il existe des programmes d'apprentissage, ce qu'on appelle les programmes d'apprentissage aux habilités parentales, ou d'entraînement plus, c'est pas d'apprentissage, d'entraînement aux habilités parentales, parce qu'on on apprend tout de suite assez vite avec des enfants. Mais ces programmes sont très utiles pour gérer les problèmes comportementaux, d'opposition. Et vraiment, je le recommande. Ben voilà, je vais peut-être m'arrêter là. Alors, est-ce qu'il y a une étude qui montre le caractère héréditaire du TDAH? Il y a des tonnes d'études, hein. C'est le trouble psychiatrique qui est le plus héréditaire, hein. Voilà, on retrouve, on n'a pas de gènes, il y a plein de petits effets génétiques qui sont multiples et additifs, voire multiplicatifs, et en même temps qui s'additionnent avec des effets de l'environnement. Donc, oui, c'est une donnée qui est maintenant extrêmement robuste dans la littérature scientifique. Voilà, je vais m'arrêter là, je crois. Ben, merci en tout cas pour toutes ces questions, c'était enrichissant. J'ai dépassé mon temps largement et suite de la journée dans quelques minutes. Prenez une pause quand même.